Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien tout le monde. Oui. Fait que, dans un premier temps, je vous remercie de votre présence. Super apprécié. Puis j'espère que après la présentation de l'atelier, que votre déplacement aura valu la peine. En fait, quand on m'a dit qu'elle avait une caméra, je me suis dit, c'est pas gênant. Puis finalement, je me rends compte que c'est un peu plus embarrassant que ce que je pensais. Donc, j'ai le sentiment de commencer ma carrière de comédien ici en ce moment. Donc, j'ai essayé de faire preuve de professionnalisme, d'avoir l'air, puisque ma boss, elle va peut-être regarder ça plus tard. Puis je veux pas perdre ma job. Donc, tout ça pour dire que ce que je vais faire, je vais commencer peut-être par vous expliquer les 3 petites feuilles que je vous ai passées. Par la suite, je vais vous présenter le programme que moi j'anime, puis par la suite, je vais vous présenter sommairement à peu près à quoi ça va ressembler l'atelier. Fait que dans le fond, pour tout le monde, je vous ai passé 3 petites feuilles. Il y a une feuille, c'est écrit fiche participant, donc c'est juste à des fins statistiques pour nous. En gros, pour savoir à quel type de clientèle est-ce qu'on s'adresse. On s'adresse à des plus jeunes, des moins jeunes, hommes, femmes. Donc, vous pouvez prendre un petit 30 secondes pour la remplir si ce n'est pas déjà fait. Donc, évidemment, c'est anonyme, comme je vous disais, c'est juste pour nous, pour nos statistiques. L'autre feuille ici que vous voyez, c'est écrit formulaire d'évaluation en haut à gauche. Donc ça, c'est juste, je vous demanderai de prendre 2 minutes pour le remplir à la fin. Donc c'est juste pour moi, personnellement, pour savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été apprécié de ma présentation. Donc ce sera juste une évaluation pour connaître votre satisfaction. Puis si jamais vous avez des commentaires, vous pourrez les inscrire en bas, c'est toujours bien apprécié. Et sinon, l'autre feuille, vous voyez la liste des sujets que moi j'aborde, des thématiques que j'aborde à travers le programme que j'anime. OK, c'est la liste des sujets que moi j'aborde dans mes présentations. Donc je vous l'offre parce que si jamais il y a des sujets que vous dites « Hey, ça pourrait peut-être m'intéresser, puis je serais peut-être intéressé à vous participer à cette présentation », à ce moment-là, moi j'aurai la possibilité peut-être d'organiser une autre rencontre si jamais ça vous a plu sur les sujets que vous avez choisis, puis on le referait ici pendant à l'hiver. Quand c'est marqué de septembre à juin, c'est septembre de l'été prochain? Non, c'est maintenant. Dans le fond, jusqu'à juin, il s'en vient. OK. Fait que dans le fond, si jamais il y avait un moment qui serait préférable, mais ça risque d'être plus de dire est-ce que je suis plus disponible en journée, en soirée, puis que moi à ce moment-là, s'il y a des gens qui sont intéressés par les sujets, on organiserait un autre ici pour la bibliothèque. Parfait, merci. Donc, j'ai commencé par parler du programme que moi j'anime. Donc, je me représente si ça n'avait pas déjà été fait. Je m'appelle Dave. Donc, bonjour. Peut-être avant de commencer, c'est qu'est-ce qui vous a incité à venir ici? En fait, pour quelle raison est-ce que vous vous dites « Oh mon Dieu, ça a l'air intéressant. » Est-ce que c'est que vous pensez que j'allais vous donner de la nourriture? T'allais nous faire la cuisine. Oh mon Dieu! Mieux vaut que je fasse pas pour vous, ça pour vous. Je suis pas très bon cuisinier, donc... Mais est-ce que c'est en fait quelle raison que vous attirez ici? L'épicerie est rendue dans les points les plus dispendieux dans un budget mensuel. Fait que des fois, il y a des moyens pour économiser sur tout ce qui est moyen d'économiser. Intéressant. On vient chercher des trucs. On vient chercher des trucs. On vient planter des graines. Planter des graines. Voir des trucs, c'était beau. Je m'attendais pas de la pause. Donc, tu sais, voir des trucs, l'épicerie ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut voir pour économiser? Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Il y aura, vous allez voir, vous ferez une première partie, on va discuter des petits trucs. Puis la deuxième partie, ça va être plus de voir tout le marketing, un peu d'être conscient des stratégies qui sont utilisées par les épiceries justement pour nous inciter à faire grossir notre panier d'épicerie. Puis des fois, c'est des stratégies qui ont un effet sur nous, mais dont on ne se rend pas nécessairement compte. Donc le fait de les démystifier, de les reconnaître, souvent ça fait un peu, ça fait en sorte qu'on va être plus apte à les déjouer. Donc, j'ai commencé par présenter le programme que moi j'anime. Donc, le programme, ça s'appelle Mes finances, mes choix. Donc, c'est un programme à la base qui a été développé par Desjardins, mais en partenariat avec plein d'organismes locaux. Donc, nous, par exemple, ici dans la région, l'organisme qui a la responsabilité de diffuser de la diffusion, c'est Impact Emploi, où je travaille. Donc, il y a plein de partenaires qui ont été impliqués dans la création de ce projet-là, de ce programme-là. Donc, l'Office de la protection du consommateur, par exemple. Donc, des organismes sont là pour s'assurer de la neutralité et de l'impartialité du contenu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Impact Emploi rapidement? Oui? Un peu. Et selon toi, c'est quoi Impact Emploi? Moi, je suis allée en fait pour voir un conseiller en orientation, mais je ne sais pas si c'est toujours actuel. OK. Est-ce que c'était un monsieur? Non, c'est Une madame. C'est ma collègue merveilleuse, donc j'espère qu'elle va regarder ça. Donc, Impact Emploi, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est dans le fond un organisme qui a dans
pour but de faciliter l'insertion socio-professionnelle des membres de la communauté. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? À travers différents services qu'on offre. Donc, que ce soit par exemple des services de conseillers en orientation. Donc, des gens qui peut-être se remettent en question, veulent peut-être se réorienter dans leur carrière, se posent des questions à savoir où est-ce que j'aimerais m'orienter, qu'est-ce que j'aimerais faire professionnellement. Il y a la possibilité de rencontrer des conseillers en orientation qui sont là pour ça. Concernant l'emploi, donc des gens qui peut-être vont une entrevue pour faire un travail, sont peut-être stressés, ne savent pas trop à quelles questions s'attendre, il y a la possibilité de rencontrer un conseiller en emploi, par exemple, pour faire des pratiques d'entrevue, se préparer une entrevue, rédiger son CV. Finalement, on a aussi des services d'intervenants, donc différentes personnes qui vivent peut-être certaines difficultés sur le plan personnel, ils ont la chance de suivre de rencontrer des intervenants qui vont être là pour les appuyer justement dans leur cheminement personnel. Oui? Excusez, ça par rapport, j'ai un petit vidéo qui avance. Merci. Donc ça, c'est pour l'organisme dont je travaille. Donc moi, personnellement, mon rôle est un peu différent de ça. Moi, mon rôle que j'ai, c'est animateur en éducation financière et en accompagnement de projets entrepreneuriaux pour les jeunes. Donc je m'occupe de ces deux volets-là. Donc, je m'occupe principalement de la mise en place de ce programme-là, Mes finances, mes choix. Donc, c'est quoi le but du programme? C'est d'amener les citoyens à adopter des comportements plus sains et responsables en matière de gestion de leurs finances personnelles et en matière de consommation personnelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on a développé ce programme-là? Je vous ai mis quelques statistiques au tableau. Quelqu'un pourrait lire la première statistique qui a été écrite? Au Québec, près de 40 000 personnes se retrouvent dans une situation d'insolvabilité chaque année. Donc, pourquoi est-ce qu'on a développé ce programme-là d'éducation financière? Une des raisons, c'est parce qu'au Québec, à chaque année, il y a près de 40 000 personnes qui se retrouvent dans une situation d'insolvabilité. Donc, quand on parle d'insolvabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de crédit? Ça veut dire, je ne peux plus avoir de crédit. On vit au-dessus de nos moyens. Je vis au-dessus de mes moyens. Donc, officiellement, techniquement, quand on parle d'insolvabilité, c'est je me retrouve dans une situation où je suis dans l'incapacité de rencontrer mes engagements financiers. Donc, j'ai des certains montants de dettes, mais je peux très bien avoir des dettes que je suis en mesure de rembourser. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir des dettes qui me rend insolvable, mais si j'ai une facture de Bell Vidéotron que je ne suis pas en mesure de rembourser, puis il faut que je les appelle pour leur dire « je peux juste vous payer la moitié, par exemple », à ce moment-là, on va parler d'insolvabilité. Donc, les gens qui font faillite, qui font ce qu'on appelle des propositions aux consommateurs, c'est dans ces situations-là qu'on va parler d'insolvabilité. Puis ça, c'est quand même 40 000 personnes pour le Québec, ce qui fait quand même beaucoup de personnes. Une autre statistique que je vous ai mis, peut-être la troisième, 51% des Québécois considèrent leur situation financière comme une de leurs principales sources de stress. Souvent, quand on fait des sondages, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous stresse le plus, on pourrait croire que c'est mon conjoint ou ma conjointe qui me stresse beaucoup en fonction de... Je ne sais pas que c'est quoi votre situation de couple, là, donc peut-être que pour certaines personnes, leur couple est moins stressant. Mais tout ça pour dire que souvent, la principale cause de stress chez les gens, c'est l'argent. Puis évidemment, l'autre statistique qui est écrite, 86% des moins de 25 ans jugent ne pas avoir les connaissances nécessaires pour gérer leur avenir financier. Bref, tout ça pour dire que la raison pour laquelle on a mis en place ce programme-là, c'est pour ces raisons-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement les bons outils, les bonnes informations pour prendre de bonnes décisions en ce qui concernait la gestion de leur argent et faire des bons choix de consommation. Puis, je termine là-dessus. Quand on parle d'éducation financière, souvent les gens ils pensent uniquement, par exemple, au budget. Ils se disent « je suis capable de faire un budget, j'en ai fait un. Oh mon Dieu, je suis un maître de l'éducation financière. » C'est sûr que l'éducation financière, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, ça touche la gestion de mes finances personnelles, mais ça touche aussi les choix de consommation que je vais faire. Donc, l'alimentation, par exemple, ça fait partie de l'éducation financière d'être en mesure de prendre de bonnes décisions quand vient le temps de faire mon épicerie, par exemple. Donc ça, c'est les sujets que moi j'aborde, que je vous ai mis sur la feuille. Nous, les ateliers qu'on offre, c'est assez varié. Donc ça va du budget. Regardez, comment faire un budget? Pourquoi c'est important d'en faire un? C'est quoi certains aspects que je dois intégrer dans mon budget? Que ce soit un fonds de roulement. Combien est-ce que je devrais allouer normalement de mon revenu à me loger, me nourrir, par exemple? Donc c'est tout le genre de choses qu'on va voir. Le crédit. On regarde comment ça fonctionne le crédit. C'est quoi un paiement minimum? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon pointage de crédit? C'est quoi un dossier de crédit? Comment ça fonctionne? Etc. Des choses un peu plus pratiques. Donc, par exemple, si on parle d'alimentation, protection du consommateur, on regarde c'est quoi les droits que j'ai en tant que consommateur et quelles sont les obligations du commerçant.
Donc, par exemple, je m'en vais acheter une télévision, on me propose une garantie prolongée. Bien, c'est quoi une garantie prolongée? Est-ce que ça vaut la peine de la prendre? Il y a une garantie légale qui existe aussi. C'est quoi une garantie légale? Donc, c'est tout le genre de concept qu'on va voir. Et finalement, on parle aussi impôts et taxes, c'est quoi un crédit d'impôt remboursable, non remboursable, etc., etc. Donc, le but de ce programme, c'est vraiment de mieux outiller, mieux informer les gens pour vous amener à prendre des meilleures décisions dans votre vie quotidienne, puis faire en sorte que vous soyez plus riche, puis que vous soyez tellement riche que vous me donnez de l'argent en banque. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires jusqu'à présent? Bon, OK. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous disais, on va parler d'alimentation. Peut-être une petite question. Selon vous, pour, disons, la moyenne générale au Québec, les dépenses en alimentation, ça représente quel poste budgétaire en importance? Donc, est-ce que, selon vous, les dépenses en alimentation pour le Québécois moyen, est-ce que ce serait la dépense la plus importante, la deuxième, la troisième? Donc, ce serait quoi les dépenses les plus importantes pour un ménage typique, pour une famille, par exemple? En ordre. C'est mon deuxième. Deuxième. Vous dites. Deuxième. La première, ce serait? Se loger. Habitation. Se loger, se nourrir. Se loger, se nourrir. Donc, la part de l'alimentation dans le budget. Donc, ici, vous voyez, on l'a mis en deuxième, troisième. Donc, l'alimentation est la deuxième ou troisième dépense en importance dans le budget. Donc, c'est sûr que normalement, en moyenne, il a se loger. Donc, l'habitation, ça va être la principale dépense ou la première dépense. La deuxième, ça va être soit l'alimentation ou le transport, qui vont être les dépenses les plus importantes. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation, ça reste un des principaux postes budgétaires, puis un des endroits où on dépense le plus d'argent. Et quand on parle de dépenses en alimentation, ça inclut quoi pour vous? Tout ce qu'on concerne à se nourrir. Donc, par exemple? L'épicerie. Donc, on parle d'alimentation, on parle des dépenses que je fais en épicerie. Restaurant. En restaurant. Le café. Les cafés Tim Hortons. Cappuccino. Vous êtes... Tout surgelé. Surgelé. Donc, bref, tout ce qu'on mange. Pas mal. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, tu sais, je dépense pas tant que ça pour l'alimentation, mon épicerie ne coûte pas trop cher, mais ils oublient qu'ils vont 50 fois par semaine au dépanneur, qu'ils vont 3 fois par semaine au resto. » Donc là, quand on prend ça en considération, les dépenses que je fais en alimentation, ils sont un peu plus importantes que ce que j'aurais pu penser. Donc, épicerie, dépanneur, mon restaurant, ma cafétéria, quand je suis au travail ou à l'école, mes machines distributrices, j'ai l'habitude de m'acheter un sac de chips dans ma petite machine. Tout ça, c'est ce qu'on va inclure dans les dépenses en alimentation. Ici, je vous ai mis, ça c'est un diagramme qu'on regarde, qu'on fait un atelier sur le budget. Donc, ça c'est ce qui est recommandé, les parts qui sont recommandées d'allouer à ces différents postes budgétaires en fonction de son revenu. Donc, par exemple, pour le loyer, normalement, un ménage régulier, normal entre guillemets, devrait allouer entre 25% et 35% de son revenu au logement. Puis on voit que pour l'alimentation, c'est pas mal le deuxième, troisième plus important. Donc normalement, un ménage devrait allouer entre 5 et 15% de ce qu'il gagne à se nourrir. Donc normalement, c'est ce qui est recommandé. Donc si on parle de 5 à 15%, ça peut ressembler à quoi? Ici, on a pour, disons, quelqu'un qui travaillerait au salaire minimum. Donc, disons que moi, je travaille au salaire minimum, il a augmenté, donc c'est plus 11 $, c'est 12 $, pardonnez-moi de la petite erreur. Donc, quelqu'un qui travaille au salaire minimum, qui gagne un salaire net de 365 $ par semaine, ça représente quoi, cet écart-là de 5 à 15 %? S'il dépensait 5 % de son revenu en alimentation, ça ferait 18 $ et 25 $ par mois. Si c'était 15 %, ça ferait 55 $, par mois. Puis si c'était 30 %, on est à un peu plus de 100 $ par mois. Par mois ou par semaine? Par semaine, Okay. excusez-moi. Je vais voir si vous étiez attentifs. Là, il ne mange pas beaucoup. Vous écoutez. Puis là, à chaque fois que je m'en dis, il y a toujours quelqu'un qui me dit...
À chaque fois que je montre ça maintenant, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, ben on peut nourrir une famille de 3 pour 75 $. C'est... Des élections ici. Donc, j'ai pas mis 75 $. J'utilise ces chiffres-là. Est-ce que vous avez une idée où vous vous situez? Peut-être pas en termes de pourcentage, mais en moyenne, à peu près, pour une semaine, ça peut vous coûter combien, vous pensez? Est-ce que vous êtes plus dans le 20, le 50 ou le 100 $ par semaine? Moi, j'en Une famille de 4, j'essaie 200 par semaine. Une famille de 4. Est-ce que vous avez des adolescents? 14 et 10. Oh mon Dieu, ça c'est... Ça doit être on 200. essaie, puis même je mets 150, puis je le dépense tout le temps, fait que c'est pour ça que je mets 200. Okay. Fait que ça ferait en moyenne à peu près un 50 $ par personne, Ouais. environ. Puis on consomme rien dans les rangées, là, c'est juste produits laitiers, fruits, légumes. On n'est pas dans le rien préparé. Ok, parfait. Quelqu'un d'autre? Fait que là, on a quelqu'un qui dit, ben moi, c'est à peu près un 50 $. Ben moi, je suis toute seule, puis genre, par mois, avec le restaurant, c'est 150 $. 150, ok. Par mois? Ouais. Ben, j'ai laissé ma place, ça. Non! C'est pas ton truc. Puis est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu... Ben, je mange pas de viande, par exemple, moi. Tu sais, je mange tofu ou des légumes, des fruits. Je mange pas de... Puis je vais pas dans les manger du lait. Ok, c'est intéressant. Fait que toi, ton truc, c'est manger végé, ça te revient moins cher. Intéressant. Puis, si je vous pose la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs comme ça pour essayer, dans la mesure du possible, de réduire leur facture d'épicerie? Ben, moi, je reste chez ma mère, fait que ça compte pas. C'est tellement Ça, c'est le meilleur truc. Ça coûte pas cher, c'est bon, c'est... Tu comptes pas comme non, un je petit compte pas. Fait que rester chez maman, un truc. Manger végé, intéressant. Vous dites? Tout faire par soi-même, de ne pas acheter du tout fait, de transformer nous-mêmes nos choses, c'est ça. Donc, éviter les plats préparés. D'autres personnes qui ont peut-être des petits trucs que vous avez pour essayer de faire réduire votre facture? Pas faire l'épicerie quand t'as faim. On va faire l'épicerie quand j'ai fait. Intéressant, il y a certains trucs que vous avez mentionnés qu'on va justement on va en discuter un peu plus loin. Donc ça, comme je vous disais, peut-être pour certaines personnes, ça peut aider. Par exemple, les gens qui font leur budget, qui disent ben, combien est-ce que je devrais mettre de côté pour ma bouffe? Ben, ça permet de donner une petite échelle pour mieux s'orienter. Donc, se nourrir à moindre coût, je vais faire un petit quiz, donc je vais vous poser des petites questions. Et par la suite, ok, on est combien? 4? Ok, excusez-moi, j'improvise un peu. En fait, normalement, des fois je le fais en équipe, c'est pour ça fait que je pensais le faire, mais sinon, on va y aller comme ça, c'est pas plus grave. Donc, je vais vous poser des petites questions, puis ça permet d'aborder certaines choses. Donc, la première question, je demanderai à quelqu'un de la lire. Est-ce que quelqu'un peut la lire? Qu'est-ce qui est économiquement plus avantageux entre ces deux options? Un plat pré-cuisiné ou un plat cuisiné maison? Donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus économiquement avantageux entre ces deux options? Donc, soit préparer un plat que moi, j'ai préparé moi-même, donc un plat cuisiné maison, ou acheter un plat mais déjà fait, déjà préparé, qui a l'air succulent. Donc, le plus avantageux le plus économique selon vous, entre ces deux options? B, cuisiner maison. Oui. B, cuisiner maison? Oui. Donc, effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, évidemment, je pense qu'il y a certaines personnes qui disaient que c'est un des trucs qui mettaient en place pour économiser. Ici, je vous demandais, selon vous, en moyenne, c'est sûr que ça peut dépendre du plat que je fais, etc., mais combien est-ce qu'on peut économiser de cette façon-là? Donc, disons que je prends un plat, puis un plat que j'achète déjà fait, je sais pas, par exemple, une lasagne que j'achète déjà faite versus ma lasagne que j'ai préparée moi-même. Combien est-ce que je peux économiser de cette façon-là? Est-ce que j'économiserais 5%, 10%, 15%? Selon vous, c'est quoi la proportion d'économie que ça me permettrait de réaliser? Je dirais que des fois, le pourcentage est difficile, mais elle serait peut-être plus garnie en légumes ou des choses comme ça versus la version... Si c'est vous qui la faites, est-ce que c'est meilleur? Ben, puis peut-être plus santé aussi, fait qu'elle reviendrait peut-être pas nécessairement moins cher, mais plus
plus de choses dedans, puis il y aurait plus de restants aussi. Intéressant. Fait que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que peut-être que je ne ferais pas des grosses économies, mais ce serait de meilleure qualité, meilleur pour la santé. Fait que ça serait l'autre avantage. Puis si on parle aspect financier, monétaire, ben, parce qu'il y en a qui disaient que, c'est vous qui avez dit ça, que vous faisiez ça, préparez vos repas. Oui, voilà. Okay. Puis selon vous, est-ce que vous direz que ça vous permet d'économiser combien? En pourcentage? C'est-tu à 10%, 15% moins cher? D'après moi, 15-20%? Oui. Donc, ici, je vais vous donner un petit exemple. Donc, on a fait l'expérience. Donc, on a pris une lasagne cuisinée maison. Donc, ça, évidemment, ça peut dépendre de plein de facteurs, où est-ce que je l'ai acheté, etc. Mais évidemment, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour une lasagne, on parle de 1 $ la portion lorsqu'elle est faite maison et 2 $ pour une lasagne qui serait achetée en magasin déjà faite. Et on parle de 4 $ pour la lasagne au complet, 8 $ pour une lasagne qui est déjà faite au magasin. Fait qu'on parle plus de quelque chose qui tourne autour de 40-50%. Est-ce que ça vous semble réaliste? Okay. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'émission L'Indice McSween. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent Pierre McSween? Oui. Donc, oui. C'est un comptable, il a publié un livre qui a quand même eu connu du succès, ça s'appelle On a-tu vraiment besoin? Fait Vraiment quoi? Besoin. que vous pouvez vous procurer à la bibliothèque. Donc, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, vous pouvez le louer gratuitement. Mais tout ça pour dire que il essaie de donner des trucs, sensibiliser les gens par rapport à leur choix de consommation. Puis il y a une émission de télévision qui passe à Télé-Québec. Donc, la raison pour laquelle je passe, c'est que je vais vous montrer un petit vidéo qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo? C'est que justement, il essaie de voir combien ça coûte moins cher lorsque je prépare mon repas versus l'acheter déjà fait. Donc, il va aller dans un restaurant, il va se pogner un repas, je pense que ça s'appelle un bim bim pam, je sais pas trop c'est quoi, mais bref, un repas, puis il va le prendre, ça lui coûte à peu près 9-10$, je pense, puis il va le refaire. Donc, il va faire le plat pour essayer de voir, si je le fais, combien est-ce que ça permet d'économiser? Est-ce qu'on peut fermer? Oui. Bonjour! Ouais. Dans le rythme infernal de nos vies, on ne prend pas toujours le temps de se faire un lunch. C'est pourquoi on court souvent vers la foire alimentaire, s'acheter un repas sucré, salé, gras, avec pas de santé. Je vous prendrais un bibimbap pour remporter s'il vous plaît. Bibimbap? Au bœuf. Ouais. Je sais ce que vous pensez. C'est pas grave, c'est juste 12 $. Un midi, c'est pas si pire, mais toute l'année, on est ailleurs. Merci beaucoup. On va voir ensemble ce que vaut vraiment le 12 $ qu'on paye. Pour ce faire, j'ai invité un expert à joindre à moi, le chef restaurateur, Danny Saint-Pierre. Danny Saint-Pierre, allô, bienvenue dans ma cuisine de comptable. Merci. Je suis allé à la foire alimentaire, m'acheter un repas. On dit qu'au Québec, on paie entre 10 et 12 $, mais moi, je suis un comptable économe, j'ai pris celui à 9 $. Combien ça coûte faire ça pour vrai? On va voir ce qu'il y a dedans. On va quantifier la valeur de ce plat-là. On a ici de l'huile de sésame. Ça, c'est cher, hein? Ça, c'est un contenant d'une once. OK. Une once, c'est 28 à 30 ml selon. OK. Tu vois qu'on a 15 ml ici. Ça, c'est une sauce pimentée avec une sauce un peu sucrée, souvent avec des dattes. On a 60 ml ici. Ici, on a de la viande de bœuf. OK. Donc là, je t'inviterais à la retirer, la mettre dans le bol. Voilà. Là, je vois qu'on est en train d'isoler. 129 grammes. Ah boy, OK, c'est beaucoup de bœuf, ça. Ouais, c'est du vrai bœuf, ça. C'est du vrai bœuf, mais c'est souvent une protéine dans laquelle on a inséré de la saumure, des fois de l'amidon pour que ça garde son eau. Parce que de la viande, plus tu la cuis, plus elle perd de l'eau. Plus elle perd de l'eau, plus elle perd de poids, plus elle perd de poids, plus elle perd de valeur. La courgette. Courge, j'en ai pour 55 grammes. Et du kimchi. Oui. Le kimchi, c'est un chou de Napa. Vous savez, le chou qu'on dit chinois ou frisé, qui est fermenté avec de la pâte de piment et de crevettes. Puis ça, on a de la julienne de carotte qui est cachée en dessous. Puis il y a vraiment un gros tapon de riz. C'est beaucoup trop de riz. OK. Mais du riz, ça remplit aussi, ça crée de la valeur.
Oui, ça coûte pas cher. Donc, là, on est rendu à faire le plat. Ah oui, puis là, tant qu'à être là-dedans, on va en faire pour 4. Économie d'échelle. Hey, j'aime ça. Tu parles mon langage. On a un rôti de haut de surlonge. C'est une pièce qui n'est pas super coûteuse. On parle à peu près 12 $ le kilo. On va la trancher finement et on va la faire mariner. Oignon vert. Beaucoup de courgettes. Tu sais que ça s'achète tout fait, hein, mais ça coûte cher. Non, moi j'aime pas ça, parce que tu sais aussi que les aliments tout faits, et ça c'est bon à savoir à la maison, les aliments tout faits et prêts à manger, parfois sont taxables. OK, ça va aller très vite, là. On fait sauter notre viande. Écoute, on est ailleurs. Tu sais, l'année qui a eu une vanne, hein, cette cuisine-là. Ouais. Toute l'équipe de son nous salue. Tout est là. Ouais. Nos légumes, notre riz, notre viande, sésame grillé, kimchi, l'huile de sésame, ainsi que nos condiments. Et alors, on conclut quoi? On conclut que tout ça nous a coûté 20 $ pour 4 portions, donc 5 $ la portion. Si je compare à mon 9 $ et on ne tient même pas compte du titre, 44 d'économie. OK, j'ai envie de t'offrir une pompe respectueuse. Yes. Beau travail. On va aller plus loin que ça. 44 d'économie, 50 semaines par année, un lunch par jour, 1 000 $. 1 000 $. Bien sûr, le restaurateur qui vend des lunchs va aussi payer son loyer, ses employés, ses frais d'exploitation et aussi se dégager une marge de profit. S'il est franchisé, il doit de plus verser des redevances aux franchiseurs. Ça fait beaucoup de monde qui pige dans votre assiette. Si vous cuisinez tous vos lunchs, vous pourriez économiser 4 $, 5 jours par semaine, pendant 50 semaines travaillées. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir un beau voyage ou une contribution à votre ER ou votre CELI. C'est quand même intéressant parce que des fois, ça peut être, je trouve que ça peut être difficile peut-être d'estimer le coût. Puis, on sait que souvent que ouais, ça coûte moins cher si je fais mon plat moi-même. Mais je trouve ça intéressant l'ordre, la proportion dans laquelle on sait que ça coûte moins cher. On se dit peut-être 5, 10, 15 %. Mais quand tu te rends compte que bien souvent, on parle plus de 40, 45, 50 % moins cher, peut-être que ça donne un incitatif supplémentaire à dire finalement, peut-être qu'effectivement, je vais peut-être prendre le temps de faire mon repas moi-même. Fait qu'on parlait de l'exemple de la lasagne, c'est assez représentatif aussi. Donc, ce que je trouve intéressant aussi des fois, c'est qu'on parle avec certaines personnes, puis il y a certaines dépenses que certaines personnes vont faire sans se rendre compte de l'importance que ça peut prendre dans un budget. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans une école, puis souvent, on prend l'exemple d'une des professeurs qui travaille là. Elle est une fan de Tim Hortons. Elle adore son café Tim Hortons. Elle, du lundi au vendredi, quand elle va à l'école, elle prend toujours son Tim Hortons, à peu près un 3 $, qu'elle boit chaque matin. Fait que c'est sûr qu'elle, elle se dit, c'est 3 $ chaque matin, 3 $ par jour, c'est juste 3 $. C'est pas la fin du monde, c'est pas tant que ça. Mais c'est sûr que ces 3 $-là additionnés à chaque jour sur un an, ça fait des montants qui sont quand même assez importants. Fait que, par exemple, cette professeure-là qui prend son café à 3 $ 5 fois par semaine, ça fait quand même presque 800 $ qu'elle dépense en café à chaque semaine. Alors qu'il y a des alternatives qui existent. Elle pourrait très bien aller à l'épicerie puis s'acheter son pot de café, préparer son café elle-même. Il serait probablement à peu près aussi bon. Mais la différence au niveau du prix, c'est que disons qu'elle prend son pot à 15 $ par mois, ça lui reviendrait, au lieu de 800 $, presque 200. Fait que c'est quand même 600 $ de moins. Juste le fait de changer une habitude. C'est-à-dire que c'est pas que je m'empêche ou que j'arrête de boire mon café. Au contraire, je continue à boire mon café, mais qu'au lieu de me déplacer au Tim Hortons pour le prendre à chaque jour, je fais un petit changement de comportement. Je l'achète à l'épicerie, en gros, en vrac. Puis ça me permet d'économiser quand même des montants importants sur l'année. Donc ça, c'est un exemple où on parle de repas. Quelqu'un qui achèterait ses repas, donc un repas sur le midi, 2 lunchs, une moyenne, versus préparer ses repas. C'est juste pour vous donner une idée de, c'est quand même des économies que on se dit peut-être que j'économise 4-5 $ sur un repas, c'est pas tant que ça, mais sur une année, ça fait des montants qui sont quand même importants. Donc, on va poursuivre le petit quiz avec la deuxième question. Quelqu'un peut la lire? Selon vous, quelle proportion du panier d'épicerie se retrouve à la poubelle? Donc, selon vous, la proportion du panier d'épicerie qui se retrouve à la poubelle parmi ces trois options-là. Donc, ceux qui diraient A, entre 2 et 5 % de ce que l'on achète se retrouve à la poubelle. Chez nous, ça serait A, mais en réalité...
ce serait 1? Ça serait A. Ah, ce serait A. Mais c'est peut-être plus B ou C, là. Peut-être même C. Puis, est-ce que c'est que vous avez des trucs que vous faites chez vous pour réduire... Je fais souvent le tour des dates d'expiration, puis ce qui expire bientôt, je le rapproche, puis on essaie de le passer plus vite. C'est aussi simple que ça. Intéressant. Donc... Je dirais aussi, si on compte le suremballage, quand on finit de défaire les affaires, là, on se retrouve à acheter en récupération tellement d'emballage sur notre panier d'épicerie. C'est pas nécessairement de quoi qui se perd, là, mais ça aussi, c'est un gros panier d'épicerie. Mais finalement, un coup de fini le repas, t'en as acheté, je sais pas comment, dans récupération, juste en emballage. Et sinon, au niveau des aliments, donc les aliments en tant que tels, ceux qui diraient que B, donc évidemment c'est une moyenne, donc ce serait entre 7 à 12% de ce que l'on achète, donc de notre épicerie qu'on fait, qui se retrouverait à la poubelle. Oui. Voilà. Une personne, deux personnes, trois, quatre. Et ceux qui diraient C, est-ce qu'il y a des gens qui diraient C? Non. Moi, ma soeur a 2 jeunes enfants, puis ça commence de quoi, puis ça le finit pas. La pomme à moitié mangée. Ouais, une bouchée, non, donc, c'est la bonne réponse. Donc, quand on fait des études, qu'on essaie de calculer à peu près la proportion d'aliments qui se retrouvent à la poubelle, on arrive à ce résultat-là que c'est environ entre 14 et 25% de ce qu'on achète qui se retrouve à l'épicerie. Donc, je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on sous-estime, puis on cherche plein de trucs pour économiser, alors que juste de s'assurer de consommer ce qu'on a acheté, ben ça, se rendre compte, c'est un 25%. Sur mon épicerie de 100 $, c'est 25% que j'ai économisé, juste en mettant des trucs en place qui me permettraient d'économiser. J'ai juste montré un petit truc, excusez-moi. C'est juste un petit site web que je trouvais quand même intéressant, ça s'appelle Sauve ta bouffe. Donc au www.sauvetabouffe.org. Donc, tu sais, des fois, ça peut être pas nécessairement être évident pour tout le monde de trouver les trucs qui me permettraient de m'assurer que je n'ai pas acheté ce que j'ai acheté. Donc, sur ce site-là, je trouve ça quand même intéressant. Ça vous permet justement d'avoir des trucs pour ne pas gaspiller certains aliments. Donc, surtout, on parle de légumes, de fruits. Qu'est-ce que je peux faire quand mon légume ou tel légume est arrivé à une certaine date? Comment est-ce que je peux l'utiliser? Qu'est-ce que je peux faire avec? Fait que vous avez des exemples, par exemple, si je clique ici dans le légume, OK, j'ai mon avocat, puis je me dis, OK, j'ai l'impression qu'il est peut-être sur le point de ne plus être trop bon. Qu'est-ce que je peux faire avec? Ils vont vous donner des petits trucs. Fait que, par exemple, hey, bon, c'est pas... Fait que, par exemple, ils vont dire, OK, certains aliments, OK, quel aliment je peux congeler, puis quel autre aliment je ne sont pas bons à congeler. Fait que, par exemple, je peux me dire, OK, tel aliment, mon poivron, hey, je peux le congeler, cool. Fait que je vais le congeler pour m'assurer que je peux le réutiliser. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une conservation optimale puis que l'aliment que j'ai acheté, le fruit, le légume que j'ai acheté se conserve mieux? Bien, je peux trouver des petits trucs comme ça qui vont me permettre d'améliorer la conservation de mon aliment. Donc, il y a certains trucs qu'ils donnent mais qui ne sont pas applicables pour tout le monde. Donc ici, par exemple, l'avocat, il donne un petit truc, c'est un restant d'avocat. Vous pouvez fabriquer un masque hydratant. Donc, je pense que pour tous les deux, ça risque de peut-être pas être la meilleure option, mais pour certains, ça peut être des petits trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Fait que je vous donne ce lien-là si jamais il y en a que ça intéresse. Donc, ici, on a par exemple pour les fruits, OK, j'ai des fruits, qu'est-ce que je peux faire avec mes bananes, mes cerises pour éviter de les gaspiller puis les jeter? Bien, c'est quelque chose qui peut être intéressant puis réduire justement le gaspillage alimentaire. Pour revenir un peu aux valeurs de nos grands-parents qui, eux autres, ils jetaient rien. Puis ils réutilisaient tout. Ouais, c'est fou. On est tous comme on jette, puis eux, non, c'est encore bon la banane, tu fais des muffins avec. On essaie de donner ça à nos enfants, là, mais ça, en si peu de temps, on a perdu beaucoup. C'est leur valeur. Mais c'est vrai que. On est quand même dans une société de surconsommation où on fait moins attention à ce genre de trucs-là, qu'on se dit bon, c'est pas grave, j'en ai acheté d'autres.
Mais peut-être que pour certains, il y aura différentes raisons qui vont amener les gens à peut-être changer leur comportement. Pour certains, il y en a qui vont se dire ben, c'est peut-être juste une raison environnementale. Tu sais, moi, l'environnement, c'est important pour moi, puis je ne veux pas le gaspiller. Pour d'autres, c'est peut-être une raison purement économique. Qui vont se dire ben, j'ai pas envie de jeter 25% de mon salaire de ce que je dépense pour ma bouffe à la poubelle. Fait que peut-être que je vais faire attention, peut-être que je vais, quand je fais mon épicerie, ben, m'assurer que ce que j'achète, ça correspond à mes besoins. Regarder, OK, mes dates d'expiration, les vérifier. Regarder des petits trucs comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec mes aliments pour, au niveau économique, ben, être en mesure d'économiser. Donc, l'étiquette. Quelqu'un peut dire? Quel élément est présent dans le quantité? Donc, ici, on a l'étiquette d'un produit. Donc, c'est une boisson aux fruits. Désolé, je sais que c'est écrit un peu petit, je vais vous le lire. Donc, vous avez la liste des ingrédients. Donc, c'est écrit eau gazéifiée, sucre, jus de fruits à base de jus concentré, 10%, jus d'orange, 6,3%, jus de pomme, 1,34%, jus de banane, 0,63%, jus de mangue, 0,59%, jus de citron, etc., etc. Donc, la question qu'on pose, c'est, parmi la liste d'ingrédients qui se trouve là, quel est l'élément qui se retrouve en plus grande quantité dans le produit qu'on achète? Donc, dans cette boisson aux fruits-là. C'est le premier en C'est le premier, hein? De l'eau et du sucre. L'eau gazéifiée. Puis du sucre. Donc, effectivement, c'est de l'eau gazéifiée. Pour quelle raison? Il y en a qui l'ont mentionné. Qu'est-ce qui me permet de savoir que c'est ce produit, cet ingrédient-là qui est présent en plus grande quantité? C'est le premier qui est en plus grande quantité. Donc, effectivement, donc, les ingrédients vont être inscrits en ordre. En ordre. Mais normalement, c'est les 3 premiers ingrédients sur l'étiquette qui sont en plus grande quantité dans le produit. Exactement, donc il va être en ordre, dans le fond. Puis à quoi ça me sert peut-être cette information-là? Pourquoi c'est quelque chose qui peut être important, pertinent à savoir dans les choix que je fais? Ben, quand c'est trop sucré, tu laisses ton écolage. Si c'est santé, c'est ça. Donc, c'est sûr que si je suis amené à comparer des produits, donc ici, par exemple, on a une boisson aux fruits, alors que dans le deuxième cas, on a un jus de fruits. Donc, on voit que dans le premier cas, on avait de l'eau, puis dans le deuxième cas, on avait du jus. Donc, le jus de pamplemousse à 98%. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va influencer mes choix. Donc, peut-être que dans certains cas, certaines personnes vont se dire, peut-être que je suis prêt à payer un peu plus parce que je sais que j'ai un peu plus de qualité et que c'est pas de l'eau que j'ai, mais c'est réellement du jus. Ou peut-être que si j'ai le choix entre deux produits relativement comparables au niveau du prix, je vais peut-être privilégier le produit qui est un peu plus pur, entre guillemets, pour le même coût, par exemple. OK. Quelqu'un peut poser la question? Merci. OK. Est-ce vraiment une moyenne, en quoi l'information du prix au bilan peut être utile? Donc, des fois, il y a certaines personnes, on regarde, oh mon Dieu, deux produits. Donc, à gauche, on a l'aubaine de la semaine, du café moulu à 3,79 et à droite, on a le prix régulier, le café moulu à 4,99. Quel produit est-ce que je devrais privilégier? À droite, à cause du le gramme. Donc, effectivement, ça c'est un peu pour se prémunir contre un peu les fausses aubaines. Je vois un prix, oh mon Dieu, ça me saute aux yeux, c'est vrai, ça a l'air vraiment moins cher. Je me dis, 3,79, mon Dieu, c'est tellement avantageux versus le 4,99. Mais évidemment, ce qui est important de faire, c'est vraiment de comparer des pommes avec des pommes. Donc, regardez au niveau du poids qui est pour 100 grammes, donnez combien. Puis, dans ce cas-là, on se rend compte que même si c'est au prix régulier et que ce n'est pas une aubaine, le produit de droite fait moins cher par 100 grammes pour le même poids que le produit de gauche. La politique d'exactitude des prix, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Et ça vous dit quoi? C'est pas un produit pas bien étiqueté, tu l'aurais gratuitement ou de quoi de genre? Moi aussi, j'ai envie de dire un produit qui est même identifié, qui n'est pas le bon prix. Je suis pas à bas de 10 $, on est censé le donner. C'est censé d'avoir un mais les commerçants, $10 sont censés à côté. Les commerçants sont un petit peu frileux.
face à ça, mais ça. Il attend que tu le mentionnes. Si tu Ils le sont mentionnes, très on va le faire. frileux. Ouais, hein? Très bon. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de se présenter à la caisse, puis tu sais, on fait l'épicerie, on voit un produit à la tablette? Oui, mais c'est ça. Des fois, il faut qu'elle se batte avec ça, puis il faut qu'elle fasse référence à la politique pour se faire donner le prix corrigé et non le remboursement. C'est déjà arrivé à quelqu'un peut-être ici? Ben, je sais pas si c'est un affaire. Une autre fois, je voulais acheter un fromage avec des étiquettes genre 30%, puis elle n'avait pas ce qu'elle a mis, genre. Tu sais, je l'ai fait. Elle a dit, en tout cas, à cause que je ne peux pas retourner en arrière, tout ça, mais elle me l'a donné à la place, quelque chose genre. Ouais. Ça arrive rarement. Intéressant. Fait que, par exemple, j'ai mon fromage qui était supposé être à 30%, j'arrive à la caisse, on me le facture plein prix. Il y a eu une erreur au niveau du prix. Ben, qu'est-ce que le caissier, la caissière est supposé faire dans ces situations-là? Fait que c'est à ça qu'on fait référence quand on parle de la politique d'exactitude des prix. Donc, ici, la question qui est posée, c'est quel est le dédommagement prévu si le prix réclamé à la caisse est plus élevé que le prix indiqué en magasin? Donc, l'exemple qu'on a donné, moi, souvent, je travaille avec beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les épiceries, puis quand je leur pose la question, hey, est-ce que ça vous arrive quand même souvent ce genre d'erreur-là à la caisse? Ben, les jeunes, souvent, ils disent, ah oui, ça arrive tout le temps. Puis surtout, je pense peut-être les mercredis ou à certaines journées de la semaine, quand ils font des changements de prix, il y a les chances qu'il y ait ces erreurs-là qui se fassent sont un peu plus grandes. Donc, si jamais ça arrive, je suis à la caisse, il y a un prix qui est affiché sur une tablette, j'arrive à la caisse, puis on scanne un prix supérieur, ben, ça peut être intéressant de savoir c'est quoi mes recours dans ces cas-là. Donc, vous avez souvent la petite feuille, là, le petit truc à gauche qui va être affiché pour vous le rappeler. Souvent, évidemment, il y a peut-être certains commerçants qui ont été un peu plus réticents, donc c'est important d'affirmer ses droits. Donc, j'ai mis la politique ici. Donc, le commerçant doit faire quoi? Donc, l'épicier, le caissier doit faire quoi? Remettre le bien gratuitement si l'article coûte 10 $ ou moins. Donc, j'achète un fromage qui coûtait moins de 10 $, puis il y a eu une erreur au niveau du prix quand j'arrive à la caisse. Mon caissier n'est pas supposé me faire une réduction, c'est-à-dire me le donner au prix de la tablette, mais il est vraiment supposé me le donner gratuitement. Puis si jamais le prix était d'une valeur supérieure à 10 $, à ce moment-là, je vais avoir le droit à un rabais de 10 $. Donc, mon produit coûtait 15 $, puis j'arrive à la caisse, puis il y a une erreur qui a été effectuée. À ce moment-là, je vais avoir le droit à un rabais de 10 $. Mais ça, quand tu as un article ou deux à passer à la caisse, tu vas voir la différence. Mais quand tu as toute une épicerie, là, voyez-vous, tu sais, ça passe tellement vite que tu le vois-tu qu'il y a une erreur. Après, tu as ta facture, puis là, tu peux voir. Oui, mais est-ce que tu retiens le prix qui était en magasin? Tu sais, c'est ça Oui, mais des fois, c'est sur le fait même qu'on le trouve. Je veux dire, quand il est passé, tu dis « Ah, ça, c'était pas ce prix-là. » OK. Tu peux le dire, ça l'arrive. Ça l'arrive? Oui. Non, c'est intéressant. C'est sûr que si je fais mon gros panier d'épicerie, puis je fais mon épicerie pour 4 personnes, puis que je dépense pour 200 $, peut-être que mon fromage qui coûtait 2 $ plus cher, peut-être qu'il va un peu me glisser sous les yeux. Mais si jamais ça arrive, c'est au moins important, je pense, de le savoir. Puis également, même si vous en rendez compte plus tard, vous rentrez à la maison puis vous vérifiez votre facture pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez toujours retourner à l'épicerie puis mentionner l'erreur qui a été commise. Puis normalement, ils vont vous le rembourser. Souvent, ils me faire scanner 2 fois un article. Après, j'en ai rien qu'un. Rembourse les heures, ça. Mais ça, il faudrait que tu le fasses. Oui, c'est le live, parce que non, Oui, il y a souvent des erreurs. Il faut regarder quasiment sur place. Tu achètes de quoi, mais tu regardes qu'est-ce que tu as acheté. C'est intéressant parce que ça peut être un incitatif à peut-être pas se contenter de faire son achat puis de le payer, mais peut-être prendre le temps de jeter un coup d'œil à sa facture, s'assurer justement qu'il n'y a pas d'erreur. C'est intéressant ce que tu mentionnes, ce que vous mentionnez en disant, des fois, il y a des erreurs, que ce soit justement le prix qui m'a facturé plus cher, ou qu'on me scanne 2 fois. Si je peux m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans ma facture puis que je ne paie pas plus pour rien, ça peut être intéressant. Donc, je termine là-dessus parce que des fois, ça arrive. En fait, de un, il y a certaines exceptions
Je sais que moi, à un moment donné, je m'étais acheté une bière, puis il y avait une erreur qui avait été faite, puis j'étais content, j'étais comme, je vais avoir ma bière gratuitement. Ben non, pour les produits, par exemple, alcool ou tabac, étant donné que le prix est fixé par la loi, ben on ne peut pas aller en bas d'un certain prix, donc ça ne s'applique pas pour ça. Puis gardez en tête, comme je disais, que je sais que des fois, ça arrivait que, par exemple, quelqu'un achète un produit à 2 $, il est facturé 3 $ à la caisse, puis le caissier il laisse à 2 $ par erreur. Ben, c'est d'être conscient que, ben, non, je suis pas supposé l'avoir 2 $, je suis vraiment supposé l'avoir gratuitement, étant donné que ça coûtait moins de 10 $. C'est bon? Ouais. Oui. OK, cette question-là, bon. Quelqu'un peut la lire? J'ai quelqu'un qui Considérant que la viande et la volaille coûtent plus cher, quels autres aliments peuvent combler nos besoins en protéines? Donc, on en a parlé un peu plus tôt parce que, en tout cas, moi, personnellement, je suis très carnivore, donc tout ce que tu manges pas comme viande, je le mange pour toi. C'est bon. Non, c'est très bon. T'as raison. Mais c'est sûr que, tu sais, humainement, on a besoin de protéines, puis que souvent, ben, la viande, ça va être notre principal apport en protéines. Par contre, c'est sûr que viande, volaille, ben, ça coûte un peu plus cher. Fait que c'est quoi les alternatives qui peuvent exister en remplacement de la viande que je pourrais peut-être intégrer dans mes repas et qui me coûteraient un peu moins cher? Les légumineuses. Le sans viande, le soya. Légumineuses, tofu, Les pâtes. pâtes, produits laitiers. Et étant donné légumes, brocolis par exemple, as-tu d'autres produits? Parce que, étant donné que tu disais que c'est quelque chose que toi tu fais. Ben, je veux dire, qu'est-ce qu'elle disait, non? Le soya, Ouais. il y en a là-dedans. Il faut l'acheter bio, le soya, c'est très important. Faut que tu l'achètes bio? Oui, parce que sinon, il y a des OGM dedans, puis ça, on ne veut pas ça dans notre corps. C'est modifié, là. Oui, mais c'est tout ça à l'épicerie? Ouais. Salade de patates. Je n'ai jamais vu. Et quoi? C'est une salade de patates. Ben là, moi, elle est toute faite, j'avoue. Tantôt, je vais acheter une petite cocktail du beurre. Une salade de patates. Ça vient là. Comme du chia. Du chia, Ouais, du du quinoa. couscous. Quinoa. Mais le soya, je n'ai pas vu à l'épicerie, ben, je ne sais pas où le prendre. C'est comme ok, une barre blanche. Le tofu, oui, mais comment du soya? Mais du tofu, c'est du soya. Tofu au soya? Oui, mais C'est du soya. ouais, c'est du Ah, de soya pour toute la croisée, mettons. pour Ok, faire c'est des du briques avec. soya. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé du tofu? Oui. D'accord. Fait que je sais que souvent, quand je pose cette question-là puis que je dis tofu, surtout auprès des plus jeunes, j'ai une réaction comme wesh. Mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais à part toi, est-ce qu'il y a des personnes qui font ça? C'est-à-dire peut-être modifier, donc remplacer la viande par certains aliments pour Nous, la justement pour. famille, c'est 3 repas végétariens par semaine. Ça. Puis au niveau de la différence dans votre facture d'épicerie, est-ce que c'est ce que je vous ai constaté? Comme c'est sûr, la viande, on l'achète que c'est en spécial. Si c'est pas en spécial, on ne l'achète pas. Mais je te dirais que ce qui nous coûte très très cher, nous, c'est les produits laitiers. Dans notre facture, là, on a des intolérants au lactose, tout ça dans la famille. Fait que les produits laitiers, là, c'est une grosse partie de la facture. C'est intéressant. Donc, les alternatives à la volaille, la viande, vous les avez. Je pense pas mal. Tout le monde les a nommés. Donc, tu sais, quand on parle d'alternatives, légumineuses, lentilles, fèves, pois chiches, etc. Puis après, vous avez une estimation du prix. Le tofu, souvent, l'avantage que la plupart des gens qui mangent du tofu, ils disent, je trouve, c'est de dire, ça goûte rien, donc ça ne goûte pas mauvais, mais c'est vraiment la façon que tu as de l'apprêter puis de le préparer qui va déterminer, comment est-ce que ça goûte. Tu peux pas vraiment dire que c'est pas bon du tofu parce que ça goûte pas vraiment, c'est vraiment comment toi tu le prépares. Poisson, par exemple, thon, je me fais une salade, au lieu de me faire une salade au poulet comme dîner, je me fais une salade au thon. Je viens de réduire le coût de mon repas. Autres protéines, les œufs, les noix, beurre d'arachide, certains produits, le fromage par exemple.
qui reviennent quand même moins cher que la viande. Même le fromage, que des fois on peut se dire c'est assez coûteux, mais si vous avez par exemple le prix d'un steak en moyenne, ben, on parle de 11-12 $ le kilo. Par exemple, ça vous donne une idée de la différence au niveau du prix. Ce que je vais faire, j'ai 2 autres vidéos que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un tout de suite, encore une fois, de la même émission. Je trouve ça intéressant parce qu'il va justement essayer de comparer, encore une fois, faire 2 repas, mais cette fois-ci, c'est un repas avec de la viande. Il fait un pain à la viande, bœuf haché, vraiment plein de viande. Puis c'est de faire le même repas, mais avec une alternative, c'est-à-dire une alternative végétarienne. Justement pour essayer de voir, est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que financièrement, ça me permet d'économiser? Ça permet de voir, est-ce que ça me permet d'avoir un impact financier de manger plus végétarien? C'est à peu près 5 minutes. Beaucoup de gens se tournent vers le végétarisme pour des raisons environnementales ou pour sauver les animaux. Mais qu'en est-il des raisons économiques? Aujourd'hui, on a invité Catherine, bonjour, une nutritionniste, pour tester la différence entre un pain de viande et un pain au lancier. Allons-y. Bon, Catherine, on est dans mon rayon préféré, la viande. Donc, mettons qu'on prend du steak haché. Oui, celui-là. Le haché extra maigre. 8 $, c'est pas cher. 8 $. Ben non, c'est pas cher. Mais ça va être encore moins cher avec des lentilles, même si elles sont biologiques. On va aller voir ça. Je fais encore sceptique. Là, ici, tu as des lentilles. En plus, sont en spécial 2 pour 5. Okay. Des lentilles séchées. Là, ça, tu peux faire plusieurs pains de lentilles avec ce sachet-là. Sinon, les conserves sont aussi en spécial, 3 pour 4 $. Donc, 1,33 chaque conserve. Exactement, puis c'est ça qu'on a besoin pour la recette. Lentilles. Une boîte seulement? Une boîte seulement, quand même. C'est bon, c'est ça la question. Mais c'est des recettes différentes. Quand on cuisine sans viande, je pense pas qu'il faut essayer d'imiter un steak ou imiter du poulet. De toute façon, moi, quand tu me parles d'économie, tu as mon attention. Oui, voilà. Mettons, on a un poulet, 6 $. Un poulet comme ça, on va nourrir 4 personnes. 2 enfants, 2 adultes. On va peut-être se faire un petit sandwich le lendemain. Okay. Mais sais-tu combien coûte un bloc de tofu? Bien là, on a 2 choix. On a le tofu régulier à 2,79. Puis ça, on peut faire 4 repas. Il y a 4 personnes qui peuvent nourrir là. Et le tofu biologique, même si on en va dans le gros luxe, 3,69. C'est encore moins cher que notre poulet de tout à l'heure. Et si j'invite quelqu'un à manger avec mon tofu ferme, là, j'ai l'air cheap ou santé? Santé et même délicieux, mais ça, il faut savoir le cuisiner, le tofu. Savoir cuisiner, c'est ça le truc. Oui, mais la beauté du tofu, c'est que ça goûte rien. Oui. Et donc, si on sait bien assaisonner, on peut faire goûter n'importe quoi. On peut lui donner la saveur qu'on veut. Je veux la saveur de filet mignon, s'il vous plaît. Là, tu me dis que je peux remplacer mon canard confit dans ma salade par des noix. Oui. Pas mal moins excitant, par exemple. Oui, mais c'est une autre recette, là. Faut pas que tu y penses de même. Tu peux manger ton canard, tu peux continuer à manger ton canard, mais si tu veux mettre de l'argent dans tes régimes d'épargne d'études, vas-y pour les autres quelque chose. Je me prends tout le temps avec mon portefeuille, genre, on perd une carte. Ben bon, haricots, mettons. Ouais, mélanger. Ça, là, je peux garder ça combien de temps, à peu près? Quelques mois, disons? Pas mal plus longtemps que de la viande. 2020? Je peux garder ça 3 ans? Mais Gilles, fait que là, ça, mettons, en termes de gaspillage, c'est sûr que c'est avantageux. Non, ce que je commence à comprendre, c'est que manger de la viande, c'est un sport de riche, ça. Quand même, mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on arrête d'en manger. Non, c'est en manger moins. C'est en manger moins, ça fait une grosse différence sur le portefeuille. Donc, Catherine, on va faire la vraie chose à faire, c'est-à-dire un test de goût. On va aller faire une recette chez moi, puis on va se dire, est-ce que vraiment ça peut être aussi bon? Mais surtout, on va faire une analyse budgétaire. Oui. Alors, Catherine, l'épicerie est faite? Oui. Maintenant, on va comparer le coût d'une recette de pain de viande carnivore et de pain de lentilles végétariennes. Oui, puis ça va même être bon. Promis. Je demande un test de goût. On n'a pas de bon goûteur! Donc, moi, j'ai fait des petits calculs. En fait, je t'ai demandé de les faire parce que je suis très peu rentable. Un pain de viande pour 2 adultes et 2 enfants coûte 8,66 $ à cuisiner. Tandis que la version pain aux lentilles revient à 4,85 $ pour 4 portions. Une économie de 3,81 $ pour un seul repas. Et on a démontré qu'on avait une économie de coût de 44 % sur le prix de la viande en remplaçant par de l'équivalent végétarien.
Je t'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu pourrais mélanger les ingrédients végés. Je fais juste mélanger ça. Ben oui. Mais ça, McDonald's, j'en ouvrais 4 à la fois. Oups, ça paraît plus, hein? J'ai perdu l'expérience, j'ai laissé négocier. On a fait le calcul pour 7 soupers. Là. Remplacer la viande de base, du steak haché ou du poulet, pour 7 soupers. Oui. Ça donne une économie à peu près là, de 46 $ par semaine, donc près de 2400 par année. Par exemple, remplacer un pâté chinois classique qui coûte 10,90 $ à réaliser pour un pâté chinois VG à 3,82 $, c'est une économie de 7,08 $ pour ce plat. Un chili, c'est 20,53 $ pour la version con carne et 8,35 $ pour la version VG. On économise alors 12,18 $. Ça, c'est des soupers majoritairement à base de viande hachée. Là. Fait que, il n'y a pas d'agneau du Québec là-dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de filet mignon. Il n'y a pas de d'entrecôte. Fait qu'imaginez l'économie. Bon, maintenant que tu m'as convaincu du côté monétaire, là, encore faut-il que ce soit mangeable. Oui. OK, là, regarde, Catherine, jusqu'à date, ça a l'air aussi appétissant. On est pas mal dans la même gamme. Oh! On remarque à la sortie que, honnêtement, ça se ressent. Ça se ressent, oui. On est dans les teintes de brun. Oui. Avec ou sans viande. Nous, les comptables, on aime ça, brun. Ben, c'est ça. Parce que la valeur n'est pas dans la couleur, dans le goût. Alors, testons. Brûle pas, là. Tu ne goûteras plus rien après. C'est bon. On va tester l'autre. Peut-être que l'autre est la même goût. Mais... C'est plus sec, d'ailleurs, avec la viande. De toute façon, tu m'as déjà eu à l'argument économique, on peut arrêter ça. C'est l'argument économique qui m'a vendu. Mais là, c'est parce que tu vas pouvoir aller plus loin aussi dans tes tests de recettes. Là. Oui. Je te jure, si tu fais mariner du tofu, là, je te jure que ça va être bon. Donc, Catherine, tu viens de nous démontrer qu'au-delà du côté animal, il y a toute une économie au niveau financier. Ben oui, puis au niveau environnemental, au niveau de la santé aussi. Merci beaucoup, Catherine. C'était vachement intéressant. Oh! Fait que je trouve ça intéressant pour. Tu sais, je sais que, comme je disais, moi, je suis assez carnivore, fait que je trouve ça intéressant, peut-être pour ceux qui n'ont pas nécessairement développé cette habitude-là, de se rendre compte à quel point, ben, pas juste au niveau santé, parce que souvent, ben, on va parler végétarien ou tu sais, de manger plus de légumes, etc., ou de remplacer la viande plus pour des raisons environnementales, que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, mais de voir l'impact économique que ça peut avoir pour certaines personnes comme moi qui aiment l'argent. Il y a une grosse partie psychologique là-dedans. Il y a 2 semaines, j'ai dit à mes filles, on mange des frites et des croquettes, mais c'est des frites de tofu avec des croquettes de légumes. Ça a passé pareil, mais tu sais, les autres mangeaient du fast-food, mais il n'y avait rien de fast-food dedans. Des fois, c'est psychologique. C'est intéressant comment cet aspect-là, puis comment on arrive à passer les choses. Tu sais, c'est comme moi, personnellement, au niveau culinaire, je suis extrêmement difficile. Mais tu sais, moi, j'ai une collègue, par exemple, tu sais, elle, ben, tu sais, si elle disait à ses enfants, OK, on va manger du tofu, tu sais... faut pas que tu leur dises. Exactement. Et le pire, c'est que tu leur dis pas, puis ils s'en rendent même pas compte. Non. Mais, tu sais, des fois, c'est... Ouais. Faut que le chum embarque dans l'alternative de pas rien dire, parce que sinon, tu fais. Fait qu'ils en mangent, si on veut que les enfants en mangent. Fait tu sais, l'aspect psychologique, c'est intéressant, tu sais, certaines personnes vont avoir une certaine réticence, mais dans le fond, tu le manges, puis tu le saurais pas, tu le saurais juste même pas. Bref, tout ça pour dire que pour certaines personnes, ça peut être une alternative intéressante. Donc, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour réduire le coût de mon épicerie? Peut-être de trouver des alternatives. Je peux-tu remplacer ma viande ou un repas que je fais avec ma viande avec quelque chose d'autre? Je peux-tu remplacer par du tofu? Peut-être chercher une recette. Je suis sûr que Ricardo doit avoir des recettes de ça. Il y a des recettes pour tout. Fait que, je me cherche une recette. OK, je remplace peut-être par mon poisson, mes légumineuses, mes arachides, mes œufs, etc. Ça peut être une alternative intéressante pour économiser. Donc, ça c'était la première partie. Questions, commentaires? Fait c'est ça. Fait ce que je vais faire, je vais juste compléter par la deuxième partie, juste pour un peu parler des, comme je disais, c'est quoi les stratégies des entreprises, des épiceries, des supermarchés, pour un peu nous inciter à surconsommer puis à faire grossir notre panier d'épicerie. Ce que je ferais, c'est vous passer des petits cartons comme ça. Ce que vous allez faire, c'est 1, 2, 3, 4. J'ai ça assez. Ouais, je prends un aussi. OK, excusez.
Fait dans le fond, c'est des petits cartons. Fait que vous avez en vert un peu une stratégie qu'une épicerie va mettre en place, peut-être pour nous inciter à dépenser plus, acheter plus. Puis sur le carton blanc, vous avez une solution. En gros, qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu déjouer cette stratégie-là? Fait que dans le fond, c'est juste un jeu d'association. Fait que c'est juste, vous allez vous mettre à deux, puis juste associer le bon carton, donc la bonne stratégie, à la bonne façon de la déjouer. Puis par la suite, on va revenir là-dessus, voir vos réponses que vous avez données. La deuxième partie pour conclure, c'était juste peut-être d'être conscient que les épiceries, parce que je pense qu'on va à l'épicerie et on se dit, je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que je vais acheter, mais les épiceries, ils essaient vraiment de nous avoir à travers des stratégies marketing. Fait que des fois, d'en être conscient, ça permet de les voir puis peut-être de les déjouer. Fait que s'il y en avait quelques-unes, on va voir certaines que vous avez nommées. Fait que, une que moi je trouvais quand même intéressante, c'est quand c'est écrit les produits de base. Donc les produits qu'on dirait essentiels, qu'on parlait du lait, les œufs. Fromage, exactement. Fait, par exemple, quand je suis ici, je fais mon épicerie, par exemple, je vais au Maxi. Je rentre au Maxi, puis le lait, il se trouve où? Au fond. Au fond. Au fond. Elle a goût! Fait c'est vrai partout. IGA aussi. Au Maxi, je rentre au Maxi, puis le lait il est dans le coin, au fin fond, puis au IGA. C'est la même chose. C'est pareil. Dans le fond. Et pourquoi? Parce qu'on va acheter d'autres choses en s'en allant. Pour visiter l'ensemble de l'épicerie. Le panier en passant. Exactement. Notre bras, il s'étire. Finalement, on était venu pour une peine de lait, puis on part avec la moitié de l'épicerie. Fait d'être conscient de ça que, de façon exprès, les épiceries font ça, donc ils vont placer les produits qui savent que les gens ont le plus besoin, le pain, le lait, les œufs, le plus loin possible pour nous forcer à traverser l'ensemble du magasin pour que, entre-temps, on puisse voir des produits que peut-être on se dit, finalement, j'ai acheté ça, puis acheter plus de choses. Donc, peut-être une équipe, vous, c'est quoi que la stratégie la façon de déjouer cette stratégie-là que vous avez mis. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me faire avoir par rapport à ça? Nous, on a mis, j'évite les visites éclairs qui m'obligent à traverser le magasin et à coup sûr acheter quelque chose qui n'est pas sur ma liste. C'est ça que tu veux savoir? Oui, c'est ce que vous avez mis. OK. Autant que possible, je ne retourne pas à l'épicerie entre les commandes. C'est ça? Oui. En tout cas, nous, on a mis ça, excuse. Oui. Intéressant. OK. Donc, vous, la réponse, donc, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me faire avoir par ça? J'évite les visites éclairs qui m'obligent à traverser le magasin et, à coup sûr, acheter quelque chose qui n'est pas sur ma liste. Autant que possible, je ne retourne pas à l'épicerie entre les commandes. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai acheté des petits trucs, vous allez comprendre pourquoi je vais acheter ça. Mais j'étais à l'épicerie aujourd'hui, puis j'ai rencontré ma collègue. Donc, je lui ai dit que j'allais en parler d'elle. Mais je trouve ça super intéressant parce que je la rencontre à l'épicerie. Puis, elle fait son épicerie, puis on est tous les deux à la caisse. Fait que, je pense peut-être qu'elle a dépensé pour peut-être un 30, 40, 50 $. Fait que, elle passe ses trucs. Puis là, je dis, moi, je suis là parce que je fais un atelier sur l'alimentation. Fait que j'ai acheté des petits trucs pour aborder certains sujets sur l'alimentation. Elle est comme, je voyais tout son épicerie. Fait comme, moi, je suis mis ici pour acheter des bananes. Fait elle était, la raison pour laquelle elle avait été à l'épicerie, c'était pas dans le but de faire son épicerie à 50$. Elle était venue juste acheter un paquet de bananes. Je pars, puis justement, mes sacs réutilisables, je me dis, j'ai pas besoin d'en emmener, je vais juste chercher une pinte de lait, mais finalement, j'en aurais eu besoin. On amènera un sac. C'est intéressant, fait que quand on dit justement que, comme stratégie qui est utilisée, de savoir que si je viens pour un ou deux produits, que je vais sûrement en ressortir avec 10-15 produits, de se dire, je vais peut-être éviter les visites éclairs, m'assurer que, si je fais mon épicerie une fois par semaine, que je la fais une fois par semaine, c'est une stratégie qui nous évite de situations comme ça où on va à l'épicerie pour une banane puis on sort avec pour 50$ d'épicerie. L'autre, il y en avait une par rapport au positionnement des produits sur les tablettes. Donc, comment est-ce qu'ils sont positionnés les produits sur les tablettes? La plus chère en haut, la hauteur des yeux. La plus chère à hauteur des yeux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà remarqué? Non, pas vraiment. Pas en tout cas. Moi, j'ai pas remarqué les plus chers. Je m'aperçois que le salarié
Pour les enfants, les céréales sucrées, c'est le nom de la Évidemment. les sortes sont plus hautes. Ouais, c'est ça. Moi, du produit que j'aimais, j'aime, hein. C'est super que je veux, là. Je peux pas d'autre marque plus bon que je veux. C'est intéressant. Fait, dans le fond, ce que vous disiez, c'est que vous n'aviez pas tant remarqué que... Au niveau des prix, mais j'ai remarqué beaucoup au niveau du santé qui est en hauteur. Puis les enfants, toutes les céréales moins bonnes, ils sont toutes à leur hauteur. Les cochonneries, c'est plus beau. Donc, les entreprises ou l'épicerie ne vont pas placer les produits comme ça au hasard. Donc, il y a vraiment une stratégie. Puis dans la dernière vidéo, on va voir ça. Mais il y a tout ça, c'est pensé. Donc, en fait, la façon que c'est fait, c'est que certaines entreprises vont louer un espace. Donc, ils vont dire, ben moi, je t'achète 8 tablettes dans cette rangée-là, puis je vais payer pour ça. Donc, des fois, on va avoir certaines tablettes qui sont pleines de produits, d'un certain produit d'une certaine marque. Ben, c'est pas parce que c'est le produit nécessairement qui est le plus populaire, mais des fois, c'est tout simplement que la compagnie, elle était prête à payer un prix pour avoir plus d'espace dans l'espoir de vendre plus. Donc, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, peut-être que la prochaine fois que vous faites votre épicerie, vous ferez attention à ça. Mais normalement, bien souvent, ben, les produits qui coûtent le plus cher vont être à la hauteur des yeux, donc plus accessibles. Puis les produits qui coûtent le moins cher ben, vont être soit complètement en haut, soit complètement en bas. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me faire avoir? Petit truc vraiment simple. J'explore les tablettes du haut et du bas pour trouver les mêmes produits, souvent moins cher. Donc, juste en baissant les yeux ou en montant les yeux, je peux économiser. Donc, juste en regardant les tablettes, puis pas juste me fier à ce que je vois, mais vraiment bien observer, je peux peut-être me rendre compte qu'il y a des produits qui sont vraiment pas chers, mais qui étaient juste situés à un endroit un peu moins accessible. Les mêmes produits de marques différentes annoncés à des prix différents. Donc, les mêmes produits de marques différentes annoncés à des prix différents. Okay. Donc, ça, c'est par exemple, est-ce que vous avez des exemples? De quoi on parle? Oui. Ben là, c'est pas l'épicerie, mais on a changé, disons, notre robinetterie dans la cuisine. Quand on a vu un robinet qu'on aimait, il valait tant dans une telle compagnie, puis dans une autre compagnie, pour la même affaire, c'était beaucoup moins cher. Tu sais, je veux dire, oui, je compare des robinetteries, là, mais ça arrive aussi, c'est parce que je l'ai vécu dernièrement. Mais il faut faire attention aux produits, aux marques qu'on achète, c'est sûr. Ça, c'est, par exemple, je pense qu'on peut faire allusion... sûrement au ketchup Heinz, ketchup ou peu importe. Exemple. Par exemple, donc j'ai la marque maison, donc c'est No Name Président. Puis j'ai la marque nationale et tout ça. Et je fais une parenthèse. Est-ce qu'il y en a qui veulent goûter mes biscuits? Non, En fait, j'ai deux marques de biscuits. Est-ce qu'il y en a qui veulent goûter? En fait, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est juste d'être curieux de voir si vous goûtez la différence. Fait qu'il y a une marque nationale, puis il y a une autre marque pas nationale. Fait que, est-ce qu'il y en a qui veulent goûter comme deux biscuits? Puis c'est sûr qu'on a. Il va falloir que tu fermes les yeux parce que sinon. On est reconnu. Fait que ferme les yeux. Légèrement? Ouais. Est-ce que quelqu'un veut faire le test? Oui, ben vous pouvez faire le test. Ah oui, on va le faire. On va manger tes biscuits. J'ai les yeux fermés. Je ne vais pas toutes les taper. Moi aussi, je vais fermer les yeux. Oui. Ah, ok. Faut regarder parce que. Fait que. Je l'essaye, je vais l'essayer. Je sais pas si tu vas me présenter. OK. Moi, je vais bien regarder. J'ai pas de tu peux la manger. Fait que là, vous.
Oh mon Dieu, vous savourez. C'est dur de manger les yeux fermés, hein? Ah non, après ça, quand vous l'avez dans la bouche, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ah, OK. C'était juste pour le prendre, excusez-moi. J'ai pas été clair. OK. Ok, là, je ferme les yeux. Mais là, quand je suis oui, ça semble qu'on pense que. Je sais pas. Fait qu'on a la première, donc. Il est pareil? Non, c'est pas la même chose. Et le dessus, il est plus. Mais au niveau du goût. Au niveau du goût. On va en manger 2-3. Pas goûter encore. Faudrait que je regoute la l'eau. Non, c'est Ça ressemble vraiment beaucoup, là. La même chose. Quasiment. Lui, il y a plus de crémage, là. Oh, il y a ça. Ah, non, il y a plus de crème. Ouais, moins sec que le temps. Intéressant. Fait que t'as remarqué la différence. Moi, j'aime mieux le deuxième. Toi, tu préfères le deuxième. Ouais, plus de crémage. OK. Mesdames, êtes-vous prêtes? On est prêtes. OK, vous êtes prêtes? OK. Voilà. Ah, pour un nom? OK. Ben oui, il faut goûter l'autre. Je prends celui que je veux, là. Ben, OK. C'est peut-être qui a donné le nom. Compte-toi, Moi, je suis Ils sont pareils. Vraiment. Maintenant, je vais essayer l'autre vote. Celui-là, moi, je pense que j'avais l'autre, je vais essayer lui. Ouais. On va voir la différence. Comme lui, il y a plus de crémage. Tu sais, il y en a un qui est un petit peu plus riche. Tantôt, il était. Non, pareil. Lui, L'autre, il était très. Quand on les compare. Donc, lui, il est mou. Ben, je sais pas mou, mais. Parce que lui, il est plus loin de. Ça, c'est pas un Oreo. plus sucré. Non, mais le Oreo, c'était le premier, il était dit. Plus de sucre. Ça va être pas mal. Je pense que je vois pas grande différence. C'est ça, moi, mon deuxième En fait, j'ai fait l'erreur de mélanger. Fait qu'à certains, j'ai commencé par une marque avec l'autre. Fait que là, c'est ça qui fait qu'on peut pas se fier au deuxième ou pas. non, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant, fait que. Excusez, je suis en train de m'entendre. Mais le petit bout moins de crème, c'est le Oreo. Ouais, il y en a un qui a moins de Avec crème. plus de crème, c'est l'autre. dans le prix Ah. pour les deux, pour le même format, Mais même quantité. OK, donc, dans le fond, c'était des Oreo. Donc, il y avait un Oreo, puis il y avait une autre marque, un peu une marque maison. La marque, c'est Monsieur Crème. Il y en a qui connaissent Monsieur Crème? Non. Intéressant. OK. La différence au niveau du prix, ben, il y avait premièrement une différence au niveau de la grosseur de l'emballage. En tout cas, ça c'était le Monsieur Crème, donc la marque un peu par rapport que personne ne connaît. C'était 350 grammes. Les Oreos c'était 300 grammes, donc il y en avait moins dans les Oreos. La différence au niveau du prix, c'est que la marque maison c'était 1,88, pardon. Et les Oreos étaient 3,48. Oh, Quand même. ouais. Fait que là, on parle de. Monsieur Crème, c'est plus On va prendre des le mots. plus épais des deux, c'est lequel? Parce que je pense qu'on a tous aimé plus épais. Le plus de crème. Celui qui a le plus de Mais crème. Ça doit être Monsieur Crème. celui que tu disais avoir le plus de crème, le deuxième, c'était le Monsieur Crème. Ah, ça doit être. C'est ça, parce que moi, le deuxième, j'ai pogné le Oreo. Je pense que c'était plus sec. Ouais. Oui, les biscuits J'aimais mieux plus mon secs. premier. Les biscuits plus secs. Ah bon, Est-ce que vous avez goûté une différence? Ouais, c'est ça, Je parce trouve qu'on plus était- sucré le Monsieur Crème. bon, on a des fans de Monsieur Crème ici. Ouais, je pense qu'on a aimé toutes les deux. Mais c'est quand même intéressant parce que je pense que certains ont préféré un, d'autres l'autre, d'autres n'ont même pas vu la différence. Mais pourtant, au niveau du prix, ben, la différence elle est énorme. Là, on parle de. C'est 50%. Ouais, pratiquement même. Tu sais, j'ai pas fait le calcul là, mais 1,98 versus 3,48, 3,50 pratiquement là. Fait que c'est à peu près du 45% plus cher. De 50 grammes. Sauf qu'il arrive aussi, parce que comme monsieur dit, je suis diabète. Toi aussi, puis il faut que tu regardes
les étiquettes en arrière, que des fois, on n'a pas grand choix pour les diabètes. Là, le sucre, il ne faut pas qu'on ait... on n'a pas grand choix. Si je regarde les biscuits, là, ça dit que c'est un temps de... Merci pour moi. C'est lui que j'ai fait. Est-ce que Ouais. Ça va moins de ça. C'est sûr, il faut le payer en bas de... Ouais, c'est ça. Les fruits actions aussi, j'imagine, non sucrés. Puis, selon vous, pourquoi? C'est quoi qui explique cette différence au niveau du prix? Pourquoi est-ce qu'on parle pour un produit? T'sais, après ça, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau du goût, mais dans certains... Exactement, on peut comprendre payer plus cher s'il y a vraiment une énorme différence au niveau du goût. Je suis prêt à payer 50% plus cher si c'est 2 fois plus bon. Mais là, par exemple, la différence, elle ne semblait pas si énorme que ça. Le pire, c'est que tu nous aurais posé la question avant, puis je suis sûre qu'on aurait tous répondu que c'est Oreo pas le meilleur. Puis finalement, on avait c'est la marque, on paye pour la marque. Le pire, c'est que peut-être Oreo fait genre Monsieur Crème. C'est vrai. En fait, 2 choses par rapport à ce que vous dites. De un, quand vous dites on paye pour la marque, effectivement, vous payez pour la marque. Donc, c'est sûr que les marques plus nationales, Oreo, les produits les plus connus, eux, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de créer un attachement à leur marque. Donc, ils vont faire ça à travers le marketing, la publicité. Donc, ils vont dépenser des millions, des milliards en publicité. Puis ces investissements-là, la publicité, ça se répercute sur le coût. Fait quand j'achète mon ketchup Heinz, oui, j'achète un produit peut-être de certaine qualité, mais je n'achète pas que ça. Je paye aussi pour de la publicité puis du marketing. Ça se répercute sur le prix. Alors que Monsieur Creamy et Monsieur Crème, je suis sûr que personne n'en a entendu parler. Exactement, c'est pas la seule. Mais étant donné qu'eux, ils n'investissent pas en publicité, ça se répercute aussi sur le prix parce qu'ils ont moins de dépenses à ce niveau-là. Puis quand tu disais, le pire, c'est que si ça donne que c'est Oreo qui produit Monsieur Crème, l'autre produit, moi j'ai lu un article, je pense que c'était un épisode, La Facture, mais ça date d'il y a plusieurs années, mais qui parlait justement des marques, des épiceries, donc des marques locales, donc sans nom puis tout ça. C'est l'émission à l'épicerie. Ouais. Parce que pour certains produits ou dans certains cas, on va avoir une grande compagnie, donc Heinz ou les grandes compagnies comme ça très connues, qui vont également produire pour les marques des épiceries. C'est eux qui les font. Donc, dans certaines situations, c'est le paradoxe. On se dit, moi, je préfère mon ketchup Heinz, mais dans le fond, la marque sans nom, c'est aussi Heinz qui le fait. C'est Heinz qui le fait. C'est la raison pour laquelle je vais faire ce petit exercice-là pour en prendre conscience que qu'on privilégie certaines marques sans nom et tout ça, ou qu'on paye plus pour des marques plus connues, savoir pourquoi on paye. Donc ça, c'est le deuxième. On va faire terminer rapidement les produits additionnels. Les produits additionnels. Les deux équipes. On parle des produits additionnels. Quincaillerie, cosmétiques, accessoires de cuisine, bonbons en sac, cartes de souhait, etc. Non, est-ce que tu as lu, est-ce que vous avez lu? Oui, c'est ça, les produits additionnels. OK, c'est ça. Donc, les produits additionnels, donc c'est sûr qu'une épicerie, souvent, ils ne vont pas se contenter que de vendre de la nourriture. Ils vont nous vendre plein de produits, mon shampoing, mon savon, mes rasoirs, ma nourriture pour chien, pour chat, mes piles, mes batteries, etc., etc. Puis bien souvent, ces produits-là ne sont pas nécessairement plus avantageux à l'épicerie. Donc, si j'achète ma nourriture pour mes animaux, peut-être que si j'allais dans une animalerie, merci. Probablement, ma nourriture pour mes animaux me coûterait moins cher. Si j'achète mon fromage, puis si j'ai la possibilité de l'acheter en épicerie versus dans une fromagerie, peut-être que ça me coûterait moins cher dans une fromagerie. Donc, certains produits que certaines personnes vont avoir tendance à acheter à l'épicerie, c'est pas nécessairement l'endroit le plus avantageux pour les acheter. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Dans le fond, c'est d'acheter les produits dans les magasins à propriété. Les magasins de dollars, spécialisés, grandes surfaces en pharmacie. Exactement. Donc, être conscient que ces produits-là, c'est pas nécessairement avantageux de les acheter à l'épicerie, puis que certains produits comme ça, ça va être préférable de les acheter au bon endroit. Donc, si j'achète mes batteries, je ne peux pas acheter mes piles ou mes batteries à l'épicerie si je sais qu'ils vont me coûter plus cher. On va faire rapidement, il en reste 2. Les rabais. Les rabais, 2 articles pour 5$.
Rabais, donc souvent on voit des rabais, donc on se dit, il y a 2 produits, achetez-en 2 pour 5 $. Mais parfois, c'est pas toujours le cas. Donc parfois, c'est pas que je dois obligatoirement acheter 2 produits pour 5 $. Dans certains cas, si j'en prends un, il va me coûter 2,50 puis l'autre va me coûter 2,50. Fait que je n'ai pas l'obligation d'en acheter 2. Je peux très bien en acheter juste un en fonction de mes besoins. Oui, mais fais attention à la facture cette semaine. Il disait ça. Puis il disait que le marchand a le droit de, disons que ça vaut 5 $ pour 2. Il peut vendre à l'unité plus cher. Oui. Exactement. Oui. Mais en général, il est écrit sur Mais c'est écrit. Oui, c'est écrit, là, mais... Tout ça pour dire, ce qui est important, c'est de faire la vérification parce qu'effectivement, dans certains cas, oui, il faut que j'en achète 2 pour ça coûte 5 $. Mais dans d'autres cas, c'est plus une stratégie qui est utilisée pour inciter les gens à dire il faut que j'en prenne 2. Même si tu vas voir quand c'est écrit sur l'étiquette, une unité à 2,50. Au moins de se faire la vérification, c'est important. Donc, je sais que les prix sont établis à l'unité, alors je ne suis pas obligée d'en acheter plusieurs, un seul suffit. Donc, évidemment, quand c'est le cas, quand c'est à l'unité, je ne suis pas obligé d'en acheter 2. Le dernier, je vais prendre un petit 5 minutes, il en reste j'ai conclu bientôt. Le dernier, tu peux y aller. Les produits de catégorie A. La réponse, c'est je choisis des produits de catégorie B pour les viandes, les volailles et les légumes congelés ou en conserve. Ils ont le même goût et la même valeur nutritive, mais leur apparence peut varier. Donc, certains produits qui vont être catégorisés d'une certaine façon. Donc, la viande, par exemple, on va parler de catégorie A. Certains produits qu'on va vendre, par exemple, quand je vais à l'épicerie, puis il y a des produits qui sont à 30% moins chers parce qu'ils sont encore bons, mais au niveau du visuel, ils paraissent moins bien. Ça peut être intéressant d'opter pour ces produits-là. Je termine là-dessus. J'ai des tomates. Ok, je sais que c'est bizarre, mais bon. Ouais. Il y a une différence entre les deux. En fait, je passais à l'épicerie et j'ai acheté 2 paquets de tomates. Je serais curieux de savoir s'il y a du monde qui voit la différence et deviner lequel. Fait que, en fait, il y en a un que j'ai pogné dans la catégorie 30% moins cher, puis l'autre que j'ai pris à prix régulier. Ah, ok, ouais. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Fait que je serais vraiment curieux. À la sortie, fait que, essaie de deviner celui qui est 30% moins cher. Fait que moi, je dirais que c'est lui. Ça, c'est... OK. Ça, c'est la meilleure. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Le citron, tu l'as répété, fait qu'il y en a un qui est 30% moins cher que l'autre. Les prix. Je sais pas lequel. Je vois vraiment pas de différence. Moi, je vais laisser. Ça, t'as le droit. Oui. Mais je suis sûre que c'est l'autre, c'est métallique. À 30%. Ils sont moins frais. Oui, ils sont moins frais. Oui, ça va être ça. Madame. Ça fait plus longtemps qu'ils sont. Après, c'est la date de par exemple, sont moins Ouais. Plus longtemps qu'ils sont chez Le régulier. Rabais. Plus ferme, moins ferme. Ah oui, il y en a une qui dit que ceux-là, ce serait au prix régulier, puis ceux-là à 30% moins cher. Toi, tu dis le contraire. Moi, je ne sais pas en tout. C'est la même affaire. Est-ce que... Je me demande si c'est pas... Les deux, c'est autre. Il y en a un à 30%, puis il y a un... Oui, mais même pas, je peux dire visuellement. Mais le goût est pareil. Mais le goût est pareil. Ben oui, c'est pareil. J'en avais un plus. C'est pas mal difficile. Oui, il y en a. C'est plus difficile que le biscuit. Il y en a. Celle-là... à 30%. Ça a pris avec lui. Non, moi, En fait- moi, je pensais que ton assiette de la main gauche était à 30%. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Fait que... C'est bien. Main gauche à 30%. Ouais, ça c'est celui qui est à 30% moins cher, puis ça c'est celui qui était... Le 30% meilleur que La meilleure. C'est comme Mais ça, quand il goûte, ça c'est va le bien. citron qui était réduit. L'autre était allongé. Mais non, le goût de papier. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant parce que... L'apparence pour la fermeté. Tu sais, des fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont passer cette section-là, qu'on parle de catégorie A, catégorie B. Tu sais, des fois, il y a des produits que souvent on a tendance à acheter ou qu'on jette beaucoup juste à cause de l'apparence.
Mais tu sais, il y a des produits qu'on met à 30%, puis tu les goûtes, tu te dis, mon Dieu, je vois absolument pas la différence. Ou même, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont confondu. En fait, moi, j'aimais les deux. Ben, ils sont bons. Il n'y a pas de différence, là. Donc, je conclue avant de vous montrer une petite vidéo parce que je trouve quand même intéressant. Ce que peut-être j'aimerais vous sensibiliser puis vous faire prendre conscience, c'est comment, outre les stratégies qu'on a vues, donc placer les produits à une extrémité pour nous faire traverser le magasin, les marques maison versus les marques nationales qu'on vend à des prix différents alors que des fois, on ne goûte pas tant la différence que ça. Ce que les entreprises, ce que les épiceries essaient de faire, c'est vraiment aller solliciter tous nos sens pour nous inciter à faire grossir notre panier d'épicerie. Que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, tous ces sens vont être sollicités pour nous inciter à faire grossir notre panier d'épicerie et à consommer plus. Donc, par exemple, si vous avez le goût, comment est-ce que les supermarchés vont venir solliciter notre sens du goût pour nous inciter à acheter plus? En faisant des démonstrations. Ouais, ils font des dégustations. Les dégustations. Donc, en faisant des dégustations, je goûte un produit, je me dis, hey, finalement, il goûte tellement bon, j'aime l'acheter. Donc, une façon de nous inciter à acheter plus. Louis, comment est-ce qu'on sollicite notre oui? Par les médias, les annonces à télé. Les annonces à la télévision ou même dans l'épicerie. La petite musique douce qui met dans une ambiance joyeuse, qui me donne envie de bonheur, les publicités que j'entends. Les yeux, donc regarde. Les étiquettes flash avec en spécial. Les emballages, les étiquettes, l'éclairage, tout va être pensé pour nous mettre dans un certain état qui nous facilite ou nous incite à acheter plus. Donc ça, la lumière. Ici, c'est écrit les fruits et légumes à l'entrée du magasin. Donc, on peut prendre l'exemple ici. Quand je vais au IGA, puis que je rentre au IGA, c'est quoi la première section que j'ai? Les fruits et les légumes. Et au Maxi, je rentre au Maxi, la première section. Ah ouais, c'est pensé. C'est pas un hasard que quand je fais de l'épicerie, que je rentre puis que c'est comme ça. Tout ça, c'est pensé. Donc, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Une des raisons, c'est justement au niveau du visuel. Quand je vois plein de couleurs, des pommes, des poivrons, toutes couleurs, ça me met dans un certain état d'esprit qui, semble que je m'en rende compte, m'incite à acheter un peu plus. Au niveau du toucher, c'est intéressant quand on parlait de vous qui disiez que pour les enfants, on va rendre des produits, certains produits pour les enfants un peu plus accessibles en les mettant à leur portée de main, justement pour qu'ils puissent les toucher plus facilement. Et finalement, au niveau de l'odorat, donc le pain, les odeurs qu'on va aller solliciter chez nous. Faut pas magasiner à l'heure des repas. Non, c'est ça. Au IGA, il y a tout le temps un odeur. La pizza, tu sais, Donc, je vous montre le vidéo. C'est juste la dernière vidéo, mais ça résume un peu bien ces stratégies-là. Fait qu'ils ont invité, ça c'est une autre émission aussi de Télé-Québec, ça vaut le coup, ça s'appelle. Puis ils ont invité un spécialiste qui parle justement des stratégies. Fait que je vais le mettre à pause à quelques moments juste pour faire quelques petits commentaires. À l'épicerie, avez-vous l'impression d'être totalement maître de vos achats? Moi, pour moi, c'est une course à obstacles. Il faut que j'aille au fond chercher le lait et revenir en évitant les biscuits, les chocolats, les chips. Ça, c'est une dure épreuve. Effectivement, il faut savoir qu'une fois à l'intérieur de l'épicerie, notre comportement serait fortement influencé par des stratégies marketing bien ficelées pour diriger nos choix. De l'emplacement des produits de première nécessité jusqu'au solde en bout d'allée, rien n'est laissé au hasard. Et Jean-Philippe, tu nous donnes quelques astuces pour prendre conscience de tout ça. Oui, parce qu'on devient un peu simplet quand on entre dans une épicerie. Vous allez voir que notre inconscient est pas mal plus puissant que notre volonté. On regarde ton reportage. Jordan, comme dans la plupart des grandes surfaces, on arrive ici, on entre dans les fruits et légumes. Est-ce que même ça, c'est calculé? Oui, tout est calculé et c'est pas par accident qu'on entre ou qu'on arrive dans la section des fruits et légumes. Pourquoi ça a tendance à changer maintenant? Mais d'emblée, on va vouloir solliciter nos sens. On le voit ici par les belles couleurs, aussi les belles odeurs. Les fruits et légumes ont tendance à nous mettre dans un état d'appétence, nous mettre l'eau à la bouche pour nous faire dépenser plus tard. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, peut-être un petit peu plus pernicieuse, c'est qu'on se donne bonne conscience. On fait le plein de fruits et légumes. Comme ça, lorsqu'on arrivera dans les allées avec les sucreries, les snacks, les choses comme ça, on sera un petit peu plus libéral dans nos achats et on aura tendance à s'étirer le bras pour s'acheter les Oreos double crème, étant donné qu'on aura fait le plein de fruits et légumes.
Donc, ça, je trouve ça super intéressant parce que, oui, il y a l'aspect au niveau des sens. OK, je mets des fruits et légumes à l'entrée parce que c'est beau puis ça met dans un certain état d'esprit. Mais la deuxième raison, un peu plus pernicieuse, c'est quand je fais mon épicerie puis que, inconsciemment, puis des fois, on va peut-être nécessairement s'en rendre compte, mais que j'ai mes fruits, mes légumes, puis que j'arrive dans la section des chips. Ben, je me dis, j'ai quand même fait un effort, j'ai été responsable, je peux me permettre de me gâter un peu plus. Fait que tout ça, c'est vraiment fait exprès justement pour qu'on s'en rendra pas compte, mais que quand on arrive dans la section des chips, qu'on hésitait, puis on se dit, ben, je me suis acheté plein de fruits et légumes, fait que je peux bien me permettre un petit sac de chips. Les odeurs, ça veut dire qu'on joue vraiment avec les sens, avec les émotions des gens. Oui, faire son épicerie, on peut se penser très rationnel et on peut se penser presque immunisé contre les tactiques des épiciers des grandes bannières, mais vraiment, ça se joue à un niveau presque inconscient. On a même des études qui démontrent que le rythme cardiaque, la température de la peau va augmenter dans certaines sections chez les hommes et pour les femmes de façon différente. Et ça, on suit ça et ça nous aide à fabriquer ou à mettre sur pied ce qu'on appelle le planogramme, c'est-à-dire une représentation visuelle des sections, des catégories à l'intérieur d'une épicerie, mais aussi l'emplacement de produits spécifiques à l'intérieur d'une catégorie. Dans une épicerie, il y a ce qu'il y a autour, puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur, dans les allées. C'est quoi la différence entre le périmètre et le centre? On sait qu'on retrouve dans le périmètre ce qu'on appelle les power items, les systèmes que les consommateurs vont avoir besoin sur une base presque quotidienne, le lait, les œufs, mais ce sont là les systèmes qui vont faire en sorte que le consommateur va être prêt à traverser le magasin pour aller les chercher. Évidemment, on va pouvoir attraper ce consommateur-là en chemin avec toutes sortes de tactiques, soit les produits en promotion, mais on commence par construire le périmètre et après ça, on va voir, selon les besoins locaux, comment on arrange les autres sections. C'est pour ça qu'on va retrouver parfois des produits qui sont coordonnés, qui vont être l'un à côté de l'autre. Oui, parce qu'évidemment, dans l'épicerie, on veut faire grossir le panier d'épicerie, hein, on passe à la caisse, et on va le faire comment? En offrant toutes sortes de possibilités aux consommateurs pour dépenser son dollar alimentaire. Une façon de le faire, c'est le marchandisage, le marketing croisé, c'est-à-dire, par exemple, dans les fruits et légumes, on pourrait nous offrir des vinaigrettes réfrigérées pour aller avec la salade, on pourrait nous offrir du chocolat pour aller avec les fraises pour se faire une fondue. J'ai même vu une préparation en croustade avec des pommes pour faire une croustade aux pommes. Donc, ça, petite parenthèse aussi, je trouve ça quand même intéressant comment l'emplacement des produits n'est pas mis au hasard. Fait que certaines épiceries, on va faire exprès de placer certains produits un à côté de l'autre en se disant, les gens vont considérer que c'est deux produits qui vont quand même assez bien ensemble. Puis au lieu d'acheter juste un produit, celui qu'ils voulaient, ils vont être tentés d'acheter le deuxième. Donc, je suis juste allé m'acheter une salade, mais à côté, je vois une vinaigrette qui a l'air vraiment bonne. Je me dis, un coup parti, j'ai acheté la vinaigrette aussi. Tout ça, c'est pensé. J'ai peut-être... je l'ai avancé un peu. Que finalement, on n'en a pas besoin, on en a déjà à la maison. Alors, ça va vous amener à être plus conscient de vos propres comportements et aussi être plus sensible aux tactiques des manufacturiers et des détaillants. Merci beaucoup, Jordan, de vous en prie. Jean-Philippe, la clé, dans le fond, c'est d'arriver à bien voir ces stratégies marketing pour arriver à les contourner. Ouais, il faut utiliser ce que notre invité appelle notre intelligence du supermarché. Parce que dans une épicerie, on a tendance à prendre nos décisions avec nos émotions beaucoup plus qu'avec notre cerveau. Par exemple, on va mettre du rouge dans les allées parce que ça met de la vie, ça met de bonne humeur, puis ça nous pousse à acheter beaucoup plus. Ouais. Donc, attends un petit peu, tu dis que si moi, je sais très bien ce que je vais acheter à l'épicerie, si je vois du rouge, soudainement, je perds la tête un peu. Complètement. Et ça fait peur. Parce que de 65 à 80% de nos achats, la décision se prend sur le plancher directement. On est vraiment influencé par les stratégies des manufacturiers, des détaillants. Puis Jordan Lebet, dans le reportage, il compare ça un petit peu au marché immobilier. C'est-à-dire que l'épicerie organise son espace, ses pieds linéaires, c'est son terrain, si vous voulez, et vend aux manufacturiers, donc comme en immobilier, des espaces dans lesquels ils veulent évidemment être le plus visible possible. Donc les espaces ont une certaine valeur,
faire, par exemple, selon si on est à la bonne hauteur dans la rangée, mettons. Oui, évidemment, la rangée à la hauteur des yeux, c'est la plus prisée, mais aussi l'espace qui est occupé. Quand vous voyez 5 rangées de beurre d'arachide, c'est pas parce que c'est le meilleur produit, c'est parce que le fabricant a payé plus cher pour se retrouver. Donc, si on pense à regarder, par exemple, en haut complètement de la rangée ou en bas, on pourrait découvrir des produits qu'on n'a jamais vus avant, qu'on n'aurait jamais pensé acheter, peut-être. Voilà, des produits parfois santé, mais des produits locaux aussi, c'est beaucoup là qu'on va les retrouver. Un dernier conseil, peut-être en terminant, peut-être qu'il faut rappeler qu'il faut éviter de faire l'épicerie le ventre vide si on veut arriver à contourner tout ça. C'est toujours mieux d'avoir le ventre plein quand on fait l'épicerie, ça c'est un incontournable. Oui, pour éviter les achats impulsifs. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, je trouve ça intéressant ce vidéo parce que ça résume bien les aspects qu'on avait vus. Fait que moi, j'ai juste conclure là-dessus avec cette diapo. Fait que c'est sûr qu'il y avait certains trucs qu'on a vus, que ce soit quand on parlait de l'importance de cuisine, de privilégier le fait de préparer ses repas versus de les acheter déjà faits. Donc, pourquoi est-ce que c'est plus économique de préparer ses repas que de les acheter déjà faits? Ben, de un, c'est sûr que si je fais à l'épicerie, si je prends un repas à l'épicerie, l'épicerie doit payer ses employés un local, elle doit faire du profit, donc elle va vendre son produit plus cher. Également, l'autre raison, c'est au niveau des taxes. Quand j'achète des produits de base, lait, farine, etc., des légumes, c'est des produits qui ne sont pas taxés, alors que quand j'achète un repas déjà fait, le produit est taxable. Donc, il va être taxé. Donc, c'est une des raisons qui explique la différence au niveau du prix. On a vu que peut-être au niveau de changer ses habitudes culinaires, le fait de privilégier peut-être remplacer la viande par des alternatives, que ça permettait de faire des grosses économies. Puis aussi, peut-être des petits trucs qu'on a vus par rapport aux stratégies. Qu'est-ce que je peux faire avant, pendant puis après mon épicerie qui peuvent peut-être m'aider? Avant, faire une liste d'épicerie. Le monsieur il disait que 80% ou 70% des décisions, des choix que je vais faire, souvent ils se font à l'épicerie. Donc c'est sûr que si je ne sais pas trop ce que je vais acheter, j'ai plus tendance à acheter des choses dont j'aurais peut-être pas nécessairement besoin. Donc faire une liste d'épicerie. Ici avec l'équipe qui est ici, on parlait de coupons, etc. Ceux que ça intéresse, c'est sûr qu'il y a la bonne vieille façon là, de regarder découper ses coupons et tout ça, mais aujourd'hui avec la technologie, il y a des applications qui existent pour faciliter ce couponing qu'on appelle. Donc ça, c'est par exemple un site, une application qui s'appelle Checkout 51. Comment ça fonctionne? C'est que ils vont offrir certains produits en spéciaux. Donc si vous avez des produits, donc une crème, de la mayonnaise, etc., en spécial. Donc ce que je peux faire, c'est quand je fais mon épicerie, si je sais qu'il y a tel produit, par exemple la mayonnaise que j'ai acheté et que je veux avoir le rabais, je m'inscris sur le site, je prends une photo de ma facture, puis ils vont voir, j'ai acheté la mayonnaise, puis ils vont me rembourser l'argent. Donc je ne sais pas si eux, ils envoient un chèque quand tu as accumulé... Exactement. Donc quand tu as accumulé 20$ d'économie, ils vont t'envoyer un chèque. Donc c'est un peu une façon un peu plus simple de faire au lieu de couper ses coupons puis d'arriver avec plein de coupons, de le faire... C'est régulier à une épicerie, je réclame un 6$ par épicerie, en général. Comment tu dis ça, Jean? Par épicerie, là, je réclame en général un 6$ parce que tu peux avoir un $1 sur du brocoli, acheter n'importe quel brocoli. Ah oui? Oui. Mais tu fournis la preuve avec ton... Oui. C'est comme cette semaine, j'ai acheté de l'extrait de vanille, mais là, c'était applicable. J'avais un $2 de tarif sur n'importe quel format, mais j'étais obligée d'acheter de la vanille pure. Fait que dans ce temps-là, ils te demandent de prendre le code barre parce que les autres, ils veulent être sûrs que c'est pas artificiel, que c'est de l'immédiateté que tu as acheté. Fait que tu prends photo, puis mon $2. Oh boy! Ah oui. C'est de l'ouvrage. Non, j'arrive de l'épicerie, ça prend 5 minutes, puis j'ai réclamé ça. Ouais, tu l'as. C'est ça. C'est sûr que c'est ceux qui sont familiers avec la technologie, qui ont un cellulaire, c'est facilitant, mais c'est qu'au lieu de découper ses coupons et tout ça, je prends une photo, je l'envoie avec une application comme ça, fait que c'est intéressant. Les circulaires, là, moi j'utilise Flip, au lieu de, si tu vas au Maxi, au lieu de sortir tes pages, ça au prix du produit d'eau, sur Flip, admettons, si tu as besoin du beurre, tu écris beurre, il te sort tous les circulaires, puis tous les prix. Fait que là, tu vas aller cliquer sur le prix le moins cher. C'est sûr que tu montes à Maxi. Puis eux, ils ont la date, puis ils vont te le mettre automatiquement. C'est Flip, qu'est-ce que ça s'appelle? F-L-I-P-P.
Ah, au lieu d'emmener toutes tes pages de circulaire, là, au Maxi. Mon Dieu, je savais pas ça. Parce que la raison pour laquelle elle dit ça, c'est que, par exemple, Maxi, ils ont une politique du prix imbattable. C'est-à-dire qu'ils disent, ben, si jamais tu trouves un produit que nous, on vend, mais à un prix moins cher, peu importe où, ben, nous, on va te le faire au prix le plus bas. Fait qu'au lieu de feuilleter l'ensemble des circulaires, tu dis, ben, j'ai acheté du beurre, je clique beurre. C'est ça, quand tu fais ton épicerie, là, tu décris ce que tu as besoin. Fait que l'application te cherche au Super C, au Maxi. Aïe. Là, selon, là, tu les vois toutes, admettons, t'en as 20, ben, tu regardes les 20, tu cliques sur le moins cher, puis tu arrives à l'épicerie, puis ils vont te le mettre au plus moins cher. Ah, j'ai pas même si tu n'achètes pas la même marque. Non, il faut que ce soit la même marque. Faut que ce soit la même marque. Même marque, même format. Ouais. Ça marche juste pas dans les marques no-name ou des choses comme ça. Tu peux pas acheter un choice puis aller au Maxi. Je veux-tu donner une feuille? Je vais l'écrire là-bas. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant. Donc, on parle de liste au niveau des circulaires. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils veulent savoir qu'est-ce que je vais manger cette semaine, ils disent cette semaine, qu'est-ce que je pourrais bien manger? Je vais me faire une lasagne, par exemple. C'est sûr que c'est pas nécessairement la façon la plus économique de fonctionner. C'est plus avantageux de se dire, j'ai regardé la circulaire, voir qu'est-ce qu'il y a en spécial cette semaine. Il y a des patates hachées, puis de la viande, il y a des patates, puis de la viande hachée en spécial cette semaine. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Je pourrais peut-être me faire un pâté chinois avec les patates puis la viande hachée. Peut-être qu'on va se faire des hamburgers mardi avec la viande hachée qu'on a pognée en spécial. Donc, faire ce repas en fonction des spéciaux puis des circulaires, ça permet bien souvent de faire des économies. Juste un petit peu, une petite affaire, là. Juste les spéciaux, là. Pas d'imbattable ou pas de coupon, rien. J'essayais de convaincre mon chum d'arrêter d'aller tout le temps au IGA, parce que là, on est à Princeville, on va tout le temps au IGA. Puis là, j'ai dit, on n'arrive jamais dans notre budget parce que tu vas juste là. Fait que j'étais allée juste les spéciaux en circulaire, seulement que les spéciaux. J'ai acheté pour environ 170 piastres. Puis j'étais arrivée après ça au IGA, puis j'ai mis sur ma calculatrice avoir acheté exactement la même affaire. Puis j'aurais payé 104 $ plus cher sur une épicerie de 160. Eh bien. Ouais, fait que c'est carrément quasiment le double. Mais t'avais été où, préfère Maxi puis Super C. Maxi? Ouais. Ah, tu n'avais J'ai pris mes 2 factures du Maxi Super C le même jour, là. J'étais allée au IGA, puis ça m'aurait coûté 104 $ de plus. Mais t'aurais pu aller juste au Maxi? Oui, j'aurais pu, là, mais c'est pour ça que je vous dis. Avec mes ça dépend. aucun bouton, Ouais. Ça. Dans le fond, c'est ce que tu dis, c'est comparer deux types d'épiceries, comme une épicerie plus de haut de gamme. Puis acheter selon les spéciaux. Oui, selon. Versus l'autre qui est à prix régulier, mais c'est quand même 104 $ d'avoir acheté. Tu sais, je ne dépenserai pas du gaz Montevito, mais à 104 piastres, oui, ça va. Ouais, il y a la différence. C'est pas une épicerie. Fait qu'un peu qu'on parle de dire, je fais mon épicerie en fonction des circulaires puis en fonction des spéciaux, pas en fonction de, cette semaine, j'ai envie de manger de la lasagne, je mange de la lasagne. On peut peut-être attendre que les pâtes soient en spécial pour se faire sa lasagne. On va pas mourir. C'est intéressant. Puis c'est sûr qu'il y a une différence, tout le monde le sait, entre Maxi puis IGA. Donc, il y a certains services qu'on offre supplémentaires. Aussi, l'ambiance, c'est sûr que c'est plus agréable d'entrer dans un IGA, mais je paye pour ça aussi. Donc, important d'en être conscient. Pendant que je fais mon épicerie, évidemment, ne pas faire l'épicerie le ventre vide. Je pense que si jamais vous l'avez expérimenté, faire l'épicerie quand j'ai faim versus faire l'épicerie quand je viens de manger puis que j'ai absolument pas faim, l'expérience est totalement différente. Éviter de retourner à l'épicerie, comme on disait, peut-être pas à l'épicerie juste pour ma banane, si je peux attendre. Évidemment, on se connaît, on sait qu'on va acheter plus de choses que ce qu'on a besoin. Finalement, si on a la chance de faire cuisiner en plus grosse proportion, congeler des repas, ça peut être une alternative. Puis ici, il y a certaines choses qu'on peut préparer. Donc, au lieu d'acheter ma salade de fruits déjà faite, si moi je la prépare moi-même, c'est des petits trucs qui peuvent permettre d'économiser. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Là, il est presque 9h. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer la carte cadeau. Je vous demanderai juste d'écrire votre nom sur le petit papier. Une carte cadeau? Oui, on est gentil. Hein? Mais ça me fait plaisir. Non, mon dos, il n'aura pas de téléphone, donc c'est écrit mon nom, je vais la mettre dans cette magnifique boîte. La boîte de M. La boîte d'Oreo.
Ah, il est plus quoi? Il est plus. Non, il est zéro. C'est vrai que je chante. Tu peux tirer des biscuits, c'est pas. Je vous remercie. Fait que j'ai demandé à toi. Ah, merci. Et donc, le regagnant. Francine. Ah, c'est moi. C'est combien ta carte cadeau? C'est une carte cadeau de 25 $ de chez IGA. Ah, bravo! Wow! Merci beaucoup. Sinon, pour les autres, vous avez. Merci beaucoup pour ce soir. Ouais, donc, j'espère que vous avez apprécié.